Hey, hey, bonjour à tous. Je suis avec l'incroyable Lia, c'est-à-dire Priscilla Bavoy. Tu commences à mettre ton vrai nom un petit peu sur les médias, donc je me permets. Oui. Bavois, excuse-moi. On est habitué au Québec à nous, ça c'est Bavoy. B-A-V-O-I-L. N'est-ce pas, Andrew? Surtout pour les anglophones. Voilà, OK. Pour ceux qui ne connaissent pas Lia, je vous la présente. Et voilà, c'est notre championne d'Europe en ce moment. Elle est incroyable. Elle a des pouvoirs magiques. On va essayer de vous expliquer un peu le pourquoi du comment, hein, parce qu'elle travaille très, 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 très dur. Ce n'est pas qu'un don qui est arrivé du ciel. C'est probablement l'athlète le plus assidu que je connaisse au monde. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi je passe du temps avec elle. Sinon, je ne perdrais pas mon temps. Ta page sur Instagram que tu es très active, c'est quoi si les gens veulent te suivre, Lia? C'est Lia Powerlift. L-I, L-Y-A L-A Powerlift. Powerlift. Parfait. Excellent. Il n'y a pas de point, il n'y a pas rien, c'est écrit comme ça. Donc, vous allez voir. Tiré en bas, je crois. Parfait. Mais bon, après, tu mets Lia Powerlift, je pense que tu devrais Top. trouver. Il n'y a pas trop de secrets avec l'IA. Vous allez la voir s'entraîner. Vous allez voir, il y a plein de trucs. Elle est très, très, très active sur les médias, dans les stories. Donc, vous allez apprendre à la connaître et à l'adorer comme nous tous. Moi, c'est Nicolas Desjardins. Je suis fondateur de l'Institut Neuroperformance, anciennement propriétaire du Centre de performance athlétique Primal Camp. Je me suis spécialisé avec des powerlifters, des hommes forts aussi, des combattants. Donc, vraiment dans les sports qui demandent le plus, selon moi, de coordination motrice, si je laisserais un espace au basketball et au football. Football, pour nous, c'est football américain, je veux dire. Donc, un peu plus rugby pour la France. Voilà. Je vais essayer de parler lentement, parce que j'ai une tendance à parler rapidement. Il y a processe mal un peu mon débit. Alors, je vais me calmer. Là, ça va. Je prends un café. Ouais, c'est ça. Je devrais prendre une tisane d'une camomille quand je te parle. Donc, voilà. Ça explique mon look un peu plus sport aujourd'hui. Vous pouvez aller sur... je vais travailler beaucoup avec la page YouTube maintenant, prochainement, Institut Neuroperformance. On est partout, par contre. Je vous conseille d'aller visiter le site institutneuroperformance.com. C'est en un mot collé. On donne en ce moment un livre sur le testing du système nerveux, un petit livre que j'ai écrit pour aider les gens à comprendre nos méthodes, parce qu'on teste constamment avec, exemple, un bras ou ces trucs-là. Je vous conseille de vous amuser avec ça. Vous allez pouvoir tester sur vos proches, sur vos athlètes, peu importe, vous allez réaliser que ce n'est pas de foutaise, ça fonctionne très bien. Donc, ça va peut-être développer votre intérêt en ce moment sur l'anérothérapie, que je suis, on peut dire, le fondateur en ce moment. C'est d'implanter l'anérothérapie dans le monde. C'est mon mandat. Donc, voilà. C'est gratuit. Alors, on va parler de notre sujet aujourd'hui. Lia, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené vers le powerlifting, en fait? Donc, moi, c'est Lia. Du coup, j'ai 26 ans. Je suis professeure des écoles et je suis athlète de haut niveau, donc en force athlétique, en powerlifting. Qu'est-ce qui m'a amenée à en faire? À la base, j'étais en surpoids. Donc, je me suis intéressée au monde du fitness. Voilà, je voulais être une fitness girl. Oh! Je voulais faire plutôt de la compétition là-dedans, surtout que c'était en plein essor quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et au final, en fait, quand je suis arrivée en salle de sport, c'est un coach qui a repéré un peu le potentiel en fait de force et qui m'a fait faire du squat, du bench et du deadlift et j'ai adoré. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. Voilà, pour la petite histoire. Il te faisait faire des mouvements. C'est sport en fait à la base. Et c'est en arrivant à la salle de sport que je l'ai découvert. Tu as commencé à quel âge à faire du sport, donc à faire ça? Du coup, j'en ai 26, j'ai commencé il y a 5 ans, donc à 21, 22 ans. Zéro sport avant. Ouais, zéro Maintenant, sport. championne d'Europe, puis tu as des titres mondiaux. Fait que tu vois que la génétique, oui, elle aide, définitivement, mais c'est vraiment ta rigueur qu'on va mettre en avant-plan et ta condition qui te permet, je crois, de rester dans la routine. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Donc, je crois que tu dois inspirer beaucoup de personnes aussi parce que justement, tu n'es pas une personne qui a fait. Habituellement, les gens qui se rendent à ton niveau, c'est des gens qui ont commencé très, très jeunes, que leurs parents, exemple, on serait attendu ça de. Si moi, j'avais une discipline à l'entraînement, j'en ai pas vraiment parce que je travaille trop. Mais ma fille qui va naître dans 2-3 mois, si je la coacherais, ben là, elle aurait un potentiel si la génétique suit, évidemment, aussi.
Parce qu'il n'y a pas que le talent et la rigueur, il y a aussi un potentiel hypertrophique. Là. Une personne qui pèse 50 kilos, elle a sa limite aussi. Hein? Comme moi, je veux rentrer dans une petite boîte avec mon gabarit, c'est un peu dur aussi. Donc, chacun nos forces, nos faiblesses. Mais voilà, je crois que quand on mixe les deux, le talent, la discipline, en plus de la génétique, c'est vraiment là qu'on fait des athlètes phénoménaux. Donc, ce coach-là, c'est quand même très cool qu'il ait observé ça. Est-ce qu'il te faisait faire des mouvements parce que le bench en powerlifting est très, très, très différent d'un bench qu'on peut dire classique, là, pour faire l'hypertrophie des pectoraux, qu'on pousse et on rapproche, on contracte le plus qu'on peut les pectoraux. On peut faire même du temps sous tension, c'est-à-dire qu'on ne va jamais en pleine extension des coudes parce qu'on veut garder la tension au niveau du muscle pour que le muscle ait un stimulus de croissance. Donc, Andrew est très fort, je pense, de ce côté-là du développement musculaire. C'est une brute. Mais c'est complètement différent le powerlifting. Puis ça, le powerlifting, il faut utiliser un avantage biomécanique pour permettre de pousser le plus haut possible en étant le plus léger possible soi-même. Parce que si on devient trop lourd, on tombe dans d'autres catégories aussi de gens. Quelqu'un qui est massif naturellement a un plus gros potentiel de développer des plus gros tendons, des plus gros muscles aussi, un potentiel de force aussi, conséquemment. Donc, tu n'es pas une petite fille à la base, quand même assez costaud. Donc, on a cette belle proportion-là qui est en place pour produire beaucoup de force aussi. Mais c'est ça, je me demandais, est-ce que lui, il a vu des tests qui t'a fait essayer du bench de powerlifting? Est-ce que c'était un coach spécialisé en force ou c'était un coach en hypertrophie, fitness? C'est vraiment deux choses, selon moi. Alors non, il avait vraiment des connaissances dans le power, puisque lui-même en pratiquait. OK, cool. Après, bon, moi, je suis arrivée sur le banc de développé couché, j'ai pris la barre, je ne l'ai même pas levée. Hein. Il y avait zéro force. Là où la force, elle s'est vraiment exprimée, c'est au squat et au deadlift, au bench. Il n'y avait rien. Il y avait zéro coordination. La gata. Ça, c'est vrai. Ben, ça se développe, les unités motrices. Hein. C'est en pratiquant qu'on peaufine. C'est comme tirer à l'arc, en fait. Au début, on pense à toutes les tensions, les ajustements, puis ensuite, il y a quelque chose qui devient naturel. C'est la même chose pour tous les sports. On développe ces unités motrices-là, puis on peaufine, on crée des patrons moteurs, puis ensuite, ben, ça devient quelque chose qui est purement pratiquement le cervelet qui va gérer ton cérébral. Ça devient acquis, en fait. Puis là, c'est sûr que tu avais un petit trouble d'acquisition au début. Hein. C'est pas facile. Surtout, ça, c'est quand même très important de spécifier. Tu as l'autisme Asperger, de type Asperger. Donc, dans tous les cas d'autisme, on a des problèmes au niveau du système sensoriel. C'est d'ailleurs pourquoi les sons, les lumières vives, les endroits bruyants, tout ça, ce contexte-là, tout ce qui ramène des stimulus de plus au niveau du cerveau, ça crée une forme d'agression parce qu'au niveau de l'autisme, il y a un mauvais tri qui se fait des informations sensorielles. Donc, c'est là aussi pourquoi la première fois que je t'ai rencontré, qu'on est venu travailler un peu au niveau de ton sensoriel. On a travaillé au niveau de ton pied, la peau de ton pied, parce qu'on a vu que les réflexes, dans ton cas, exemple, ils n'étaient pas bien intégrés. Les réflexes, on parle du nouveau-né, quand un bébé naît, il y a des réflexes déjà à la base. Bon, il y a des trucs qu'il va chercher le sein lui-même, il y a plein de choses comme ça. Les réflexes de succion, les réflexes palmaires, il y a les réflexes plantaires. Toi, ben, quand on crée des stimulations, on sentait que le réflexe n'était pas mature. Donc, c'était encore des réflexes de nouveau-né qui n'étaient pas en place. Puis ça, pour que ton cerveau... Ben, je dis ça, ben, moi, c'est pareil, c'est la même chose. Probablement qu'Andrew aussi en a vu plein dans ses évaluations. Il ne faut pas faire une crise avec ça. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu as réussi quand même à être championne du monde dans certains trucs avec ceci qui n'était pas mis en place. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, si on travaille avec cette damoiselle, elle devient championne intergalactique. C'est simple comme ça. C'est pas... le monde, il n'y aura pas de compétition. Donc, fallait que je m'assure que tu sois une personne disciplinée, que tu allais participer au plan de traitement. Puis c'est définitivement ce que tu as fait parce que tu continues encore à gratter et à faire des trucs comme ça, des petits conseils, je crois. C'était rien, là, en fait, ce truc-là, mais ça a permis l'intégration, justement, du réflexe plantaire dans ton cas. Si on regarde la vidéo, vous allez voir dans les anciennes vidéos sur ma page, vous allez voir pour les nouveaux. On a fait une entrevue chez Ilia
justement, qu'on faisait des tests, on voyait qu'on a fait faire un squat au mur, puis ses chaînes musculaires n'engageaient pas convenablement, donc elles tombaient toujours vers l'avant. Beaucoup de ces chaînes-là travaillent en fonction de ce que le corps ressent. Donc, tu ne peux pas bouger sans savoir tu es où dans l'espace, n'est-ce pas? Avant, quand tu prends une barre, faire un squat, tu as besoin de sentir tu es où dans l'espace. Hein? Tu vas aller voir, est-ce que je sens mes pieds au sol? Est-ce que mes coudes sont bien? Tu travailles avec ta proprioception. Ouais. Donc, ça, si l'information, exemple, la peau de ton pied n'envoie pas une bonne information à ton cerveau, bien, ça va être dur à entraîner ta chaîne musculaire de ce côté-là de ta jambe qui monte jusqu'en haut. Parce que dans l'espace, tu ne sauras pas parfaitement t'es où. Tu peux le sentir un peu, mais si tu travailles en compensation, c'est comme si je baissais la luminosité de ton écran, puis je te dis, regarde ce que tu vois. Là. C'est pas clair. Si c'est pas clair, est-ce que tu vas être plus rapide dans le traitement de l'information? C'est rare, habituellement. Exemple, je te mets un livre qui sera embrouillé, puis je te demande de lire. Ça va être plus long pour toi de décoder l'information. Non. Hein? Ça ne sera pas plus rapide de lire un livre embrouillé, n'est-ce pas? Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu reposes bien. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Si je te donne un livre à lire, oui. Okay, mais que le livre, toutes les lettres sont embrouillées, est-ce que ça va être rapide de lire le livre ou tu vas être obligé de ralentir puis de forcer ton corps à lire? Ben non, forcément, tu vas un peu forcer. C'est ça. Donc, c'est le même principe pour ton cerveau, pour toi, à l'entraînement. Ce qu'on veut, c'est que ton cerveau fonctionne à pleine capacité pour lever la charge la plus lourde possible. Mais pour ça, il y a besoin de l'information qui vient de son système nerveux. Mais dans le cas de l'autisme, qu'est-ce qui se passe? C'est que les informations arrivent dans une... Tu sais, exemple, il y a les yeux, il y a l'oreille, la peau, tous nos sens comme ça, envoient l'information simultanément à ton cerveau dans une partie qui s'appelle le thalamus. C'est le relais des informations sensorielles. Je voulais en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite. Okay. Puis lui, dans le cas de l'autisme, c'est un peu comme si les informations arrivaient. C'est comme une porte, mais là que tout le monde arrive dans la porte en même temps, là, tout le monde reste coincé, puis là, il panique. On ne peut pas tous arriver en même temps, là, ils sont mal triés. Okay? Parce que lui, c'est un relais. Ça va aller dans le thalamus, puis ça va aller vers une autre partie du cerveau, un autre. Dans le cas de l'autisme, c'est vraiment ça, c'est que le thalamus n'est pas assez efficace. Donc, probablement qu'il y a un côté qui travaille trop, l'autre qui ne travaille pas assez. Ça, la prochaine fois qu'on va se voir, ça va être de trouver c'est lequel qui n'est pas assez fort, lequel qui est trop fort. Celui qui est trop fort, on va le calmer, parce que là, il fait de l'overwork. Puis on va augmenter l'autre. Puis comme ça, tu vas avoir accès un peu mieux à tes deux parties de cerveau. À partir de là, si les deux parties de cerveau fonctionnent mieux, bien, les informations qui vont rentrer, ils vont être mieux triées. Ça va être moins stressant pour toi. Ça va te permettre encore plus de développer encore plus tes aptitudes. Mais ça n'enlèvera pas tes caractéristiques qu'on adore, c'est-à-dire ta discipline, ta passion dans ce que tu fais. C'est ça, il faut garder le positif, mais il faut éliminer le négatif. Ça fait du sens. Ça, c'est notre étape. Puis là, je vais en parler un petit peu plus tantôt. Pour l'instant, on va revenir au sujet. Donc, le powerlifting, c'est vraiment parce que tu as pris plaisir, en fait, à essayer du bench, du squat, du deadlift, à sentir que... Ouais, je sais que tu aimes beaucoup le concept aussi de femme forte qui est capable de... Ouais, ça, c'est génial. Ça, je trouve ça cool. Donc, définitivement, tu as réussi à le prouver. Hey, notre ami Axel, qui vient de se connecter, qui est un chiropraticien en France qui est complètement génial. Chiropraticien plus. Donc, un jour, on va peut-être trouver une équipe pour toi en Europe qui va être capable de soutenir parce que c'est difficile pour moi d'être partout. Puis on a de la difficulté dans nos rendez-vous. Hein? C'est arrivé les dernières fois, on s'est manqué. L'entraînement super long ou les vols, les voyages un peu partout. Donc, si on revient au type d'entraînement, ton choix d'entraînement, ton style d'entraînement, en fait, moi, je trouve que c'est très Europe de l'Est, très simpliste. C'est-à-dire, tu ne feras pas du tricep extension puis plein d'exercices accessoires, puis tu as mis ça au minimum, c'est-à-dire le squat, le bench, le deadlift. Est-ce qu'il y a d'autres exercices que tu vas prioriser aussi par rapport à ça ou tu gardes juste ces 3 mouvements-là? Je ne pratique que les 3 mouvements. Après, je me suis beaucoup posé la question. Est-ce que ça avait un avantage concret? En fait, je pense qu'il y a... Ouais, je vais essayer de mieux m'exprimer. Je pense qu'il y a 2 écoles. Tu as une école dont laquelle je me rapprocherais un peu plus en mode tu veux être bon dans quelque chose, tu ne fais que ça.
Oui, c'est ça. Pour moi, tu veux être bon en squat, il faut bouffer du squat, concrètement. C'est pas parce que tu vas faire de la presse, c'est pas parce que tu vas faire des fentes que tu vas devenir bon en squat. Mhm. Et tu as une autre école qui va plus te dire il faut faire des variations parce que le muscle, tu as besoin de le muscler du coup. Et plus il va être musclé, plus il va être fort, bah forcément, plus tu vas pouvoir transférer cette force sur tes mouvements Mhm. squat, bench, deadlift. Mhm. Sauf, je pense qu'il y a une part de vérité Mhm. dans le sens où je pense que pour des débutants, il faut mettre des exercices d'assistance parce que tu as des Mhm. connexions nerveuses et musculaires qui ne sont pas encore faites, qui ne sont pas encore établies. Mais je pense qu'arrivé à un certain moment, ce n'est plus forcément utile, à part si vraiment tu as des grosses disparités musculaires, donc vraiment un côté plus fort, plus faible là, pour rééquilibrer. Mais je pense qu'arrivé à un moment, c'est plus forcément utile pour l'athlète et que là, il faut vraiment se concentrer sur le squat, le bench, le deadlift parce que ça reste des mouvements qui sont polyarticulaires. Oui. Et alors que quand tu isoles un muscle, bah, tu l'isoles, c'est Oui. l'isolation. Alors que le squat, ça rentre dans une chaîne musculaire, tu es vraiment sur quelque chose qui est pluriel, quoi, Oui. et pas singulier. Et donc, du coup, je pense que pour comprendre les mécanismes, pour trouver ta manière de squatter, de bencher, de deadlifter, c'est important d'en faire et d'en refaire et d'en refaire, quoi. Et Oui. je prends souvent la comparaison avec, comme je joue du piano, mais avec la musique. Tu veux apprendre une partition de piano, tu vas jouer que cette partition-là. Tu vas pas jouer Oui. quelque chose qui ressemble à la partition. Oui. Donc voilà, c'est un peu ma C'est un philosophie bel de l'entraînement. exemple. Ouais. Oui. C'est un peu ma philosophie de l'entraînement. Après, je pense que les deux sont recevables, les deux sont justifiables et que ça dépend de l'athlète. Après, moi, je sais que, comme tu en parlais tout à l'heure par rapport à l'outil, je suis très ritualisée Mhm. euh, et j'aime pas beaucoup les variations. Donc, ça m'arrange beaucoup de ne Oui. faire que du squat, du bench et du deadlift. Oui. Ben, c'est définitivement très intéressant parce que c'est là qu'on voit l'autisme ne donne pas une super force Il y a un physique. super Kiro Hein? qui se connecte, Kiro dans le sud de la France. Ah, bonjour, oui. Oui, il est dans le sud de la France, Axel. Excuse-moi, je pensais que tu étais plus au nord. Parce qu'on s'est vu à Nantes, en fait. Ouais. Est-ce que mon enfant de chat ici? OK, parfait. Andrew, attends, je vais répondre au mon petit truc parce que là, j'ai vu qu'Andrew, j'avais fermé ma fenêtre de chat. Là, je fais un résumé de ce que tu as dit. Tu crois, puis moi j'adhère définitivement à ce que tu dis. Les mouvements accessoires devraient être au début pour développer la proprioception, la capacité contractile du muscle, habituer à travailler le corps différents muscles, sentir un peu quel muscle qui travaille, rétablir, on peut dire, une structure musculaire qui va protéger les articulations. Ça, c'est ce que j'ai pensé. C'est-à-dire créer une symétrie aussi musculaire, une bonne balance, qu'on peut dire, latérale, gauche, droite, devant, derrière. Puis comme ça, bien, si si le squelette est bien stabilisé, parce qu'il y a des muscles partout autour qui peuvent interagir de façon intelligente, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'il y a moins de danger. Ça va améliorer la mobilité, parce qu'on en a besoin dans le sport définitivement. Et ça va améliorer la capacité aussi à construire du muscle. Parce que si le corps est en asymétrie, complètement débalancé, il ne voudra pas créer plus de muscles en débalancement. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que les muscles, bon, exemple, on a un chiropraticien en place. Je donne un exemple avec une vertèbre. Quelqu'un qui aurait un super trapèze d'un côté développé, plus qu'il va être gros le muscle, plus qu'il va avoir un potentiel de traction. Il va être capable de tirer les vertèbres dans l'autre côté, puis les autres muscles vont se faire étirer, donc ils vont devenir inhibés. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est créer une espèce de symétrie musculaire entre fort, puis que la vertèbre va rester centrale. Ça, on exclut les systèmes de fascia, etc. Mais c'est ça. C'est vraiment important de créer cette balance-là musculaire au début pour l'athlète et aussi les connexions entre le cerveau et les groupes musculaires. Donc, je pense que tu as fait la bonne chose. Autrement dit, on serait avec toi dans une zone en ce moment que tu as un beau balancement musculaire. Il n'y a pas vraiment de blessures qui surgissent. Ta Non, récupération est bonne. c'est quelque chose que on m'a beaucoup fait remarquer Mhm. que je ne suis jamais blessée. Les gens ne comprennent pas que je puisse faire de telles charges et que je ne sois jamais blessée. Mhm. Alors, hormis ma blessure que j'ai eue, mais qui avait rien à voir avec le powerlifting, où j'ai eu une Ouais, double ouais, ouais. fracture à la clavicule, mais ça, c'est parce que Oui, oui, c'est vrai. Ben oui, je me rappelle.
suis tombée, mais ça, ça n'a rien à voir avec le sport. Dramatique. Ouais. Arrive. Mais c'est quelque chose que les gens se posent énormément. Et à vrai dire, je n'ai pas vraiment de réponse à ça, sur le fait que je ne me blesse pas. Alors, j'en ai une qui se profile dans le sens où, moi, ce que j'ai pu remarquer déjà, c'est que ce sont souvent les hommes qui se blessent plus que les femmes. Non, Maudite testostérone. c'est vrai. Je pense qu'aussi, sur les statistiques en tout cas, les hommes sont plus enclins à des blessures que les femmes. Ouais. Déjà parce que les femmes aussi sont capables d'encaisser beaucoup plus de volume d'entraînement. Oui, Elles ont au niveau du bas de corps surtout, là, définitivement, c'est incroyable. elles ont une meilleure récupération que les hommes. Les charges, mine de rien, restent quand même moins lourdes, même si on prend le ratio poids de corps et tout, ça reste quand même des charges importantes. Mhm. Et je pense aussi que la femme est beaucoup moins dans ce qu'on pourrait appeler l'ego lift. Oui, c'est ça. Elle sait beaucoup mieux s'arrêter quand elle sent que voilà, qu'un mec, il va y aller et puis il va pas penser aux conséquences. Et, C'est ça, je disais, le damné testostérone. Ouais. 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 Donc voilà. C'est top. C'est intéressant parce que l'estrogène chez la femme est plus élevé. Mais l'estrogène, on va souvent la démoniser. Mais l'estrogène crée de la cellule. Donc, va aider au corps à construire pour régénérer le corps. On a besoin d'une balance entre l'estrogène et la testostérone. C'est sûr qu'il y a des caractéristiques plus dominantes. C'est un homme qui a plus d'estrogène que de testostérone. C'est peut-être lui qui va pleurer en écoutant la télévision chaque soir. Pas nécessairement incroyable. Il ne serait pas capable de prendre sa place dans la société. Puis on veut qu'il ait une place d'homme. Hein. Une femme qui a trop de testostérone, c'est un autre problème aussi. Là. Oui, mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à diaboliser les œstrogènes, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. C'est quand même leur utilité et ça, faut pas l'oublier. Et c'est un avantage pour une femme d'en avoir. Alors, pas trop, évidemment. Définitivement. Mais ça reste un avantage, quoi. On a fait une capsule, je crois. En fait, j'aime bien en parler. On a écrit le cours Nutrition pour le sport. Pour ceux qui écoutent en ce moment, qui sont dans l'athlétisme, soit en tant qu'athlète eux-mêmes ou soit en tant que coach, on a écrit un cours qui est en ligne en ce moment avec un petit génie qu'on a au Québec. Andrew connaît bien, justement, c'est Anthony Borsellino. Il a un doctorat en naturopathie axé pour le sport. C'est un génie, ce garçon-là. Beaucoup d'autres formations. Le cours est en ligne. On apprend même à tester les organes, savoir si c'est l'estomac, le pancréas, le foie, vésicule biliaire, les reins, le petit intestin, gros intestin, pour reminéraliser les organes. S'ils ne font pas leur travail, ils ne peuvent pas absorber correctement. Donc, c'est vraiment un cours spectaculaire. Et j'ai mis une section dedans pour éduquer les gens à propos des stéroïdes, des SARMs, des peptides, de tout ce qui s'appelle, on peut dire, les trucs anabolisants, les dopants, parce que les gens ne connaissent pas assez cela. Ils vont faire confiance à n'importe qui. Ils ne savent pas évaluer nécessairement le positif et le négatif, parce que définitivement, il y a du positif, mais en fonction des sports des gens aussi, il y a des trucs à savoir. Puis il y en a d'autres que ça va être tout simplement pour un aspect anti-aging. Comme moi, j'ai 39 ans, je vais avoir 39 ans, mon corps ne se régénère plus du tout de la même façon. Si je manque le gym, je perds une semaine. C'est pas les mêmes. On n'est pas du tout dans la même zone d'anabolique. Toi, tu as une super belle âge encore. Ça, c'est super cool. L'âge de la force, on dit que c'est vers 40 ans, hein, que là, on atteint notre pic. Puis après, c'est la grosse descente. Mais de force, je ne parle pas de potentiel musculaire. Donc, on passe beaucoup de temps à éduquer les gens là-dessus. Puis je parle de l'estrogène, je le compare, les femmes qui prennent la pilule contraceptive, qui ne sera jamais réprimandée dans le sport, mais on peut voir ça comme une dope pour la femme, parce que ça change son système hormonal et ça augmente sa capacité à régénérer. Donc, c'est un produit dopant pour femmes. Et jamais en powerlifting, tu testais positif dans la pilule contraceptive. Super intéressant ça, ce que tu fais là, parce que c'est vrai qu'on n'en parlerait pas comme un produit dopant, mais on peut l'utiliser comme un produit dopant, mais pour plein de raisons d'ailleurs. Ça te coupe ton système hormonal, ça te coupe tes règles. Donc déjà, c'est un énorme avantage parce que quand tu as tes règles, tu as une perte de ça force. Normalise en tout cas. Il y en a qui s'est trop rapproché, effectivement, oui. Et puis, mais on n'en parlerait jamais comme ça c'est sûr. Mais après, tu as d'autres inconvénients. Moi, j'ai testé toutes les pilules. Alors, moi, j'ai un stérilet non hormonal, j'ai un stérilet en cuivre. Après, moi, j'ai jamais été trop pour la pilule. Mais bon, quand on est jeune, en général, on te dit pas. Oui, c'est ça. C'est un standard. Là. Et on prend la pilule.
Je les ai tous testés. Aucune ne m'a convenu. Donc, j'en ai supporté aucune. Donc, du coup, je me retrouve avec un stérilet en cuivre, sans hormones. Encore l'air d'une femme, je te rassure. Avec les règles pendant la compète. C'est... Ça, c'est super intéressant. Je ne sais pas si toi, en tant qu'athlète, la semaine avant, avant les menstruations, le chiffre exact, je ne veux pas être certain que je n'ai pas l'article sous la main, on fait un live, désolé pour les analytiques de ce monde, mais 90% des blessures au soccer, c'est-à-dire le foot en Europe, féminin, se font dans la semaine avant les règles. 90% des blessures, c'est incroyable. Donc, si toi, tu es mal foutu et tu t'entraînes et que, exemple, ta compétition arrive pendant cette semaine-là, c'est toujours la semaine qui est plus à risque. Est-ce que tu as vu, toi, des changements au niveau de ta performance dans ces périodes-là? Oui. Parce que toi, tes charges sont calculées. C'est pas un entraînement. Tu dois atteindre toujours les mêmes charges et les augmenter graduellement. Donc, si tu as un abaissement au niveau de la charge, c'est quand même catastrophique pour toi parce que tu t'écartes complètement des objectifs. Donc, est-ce que tu as vu des gros changements de ce côté-là? Parce qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est plus intéressant ce que tu disais parce que la plupart des gens pensent que c'est quand on a nos règles, pendant les règles, qu'il y a des conséquences. Alors qu'en fait, ce n'est pas pendant, c'est avant. C'est juste la semaine juste avant où tu as cette baisse du coup au niveau hormonal qui fait que ça crée une énorme fatigue et je le ressens en fait sur mes performances. Alors, je dirais pas que j'ai une perte de performance, mais je suis extrêmement fatiguée, plus fatiguée. En fait, je sens que je produis beaucoup plus d'énergie que pour les mêmes résultats. Que voilà, pour réaliser la même performance quand je suis totalement en dehors de mes règles. Ensuite, tu as le problème aussi où ça crée une forme de rétention d'eau. Et du coup, moi, ça m'a posé un souci au championnat d'Europe. Donc, du coup, parce que je fais un water cut pour arriver au poids. Donc, je joue sur l'eau et le sodium. Oui. Et alors, je ne cut pas beaucoup, je cut 1 kilo, c'est pas énorme. Non, c'est ça, une chance. Et j'ai eu mes règles juste le jour J et j'ai fait une énorme rétention d'eau et donc du coup je me suis levée au-dessus de ma catégorie. Oh. Je me suis réveillée. Ah, je suis en 63 kilos et je faisais 63,6 au réveil. Du coup, ça, c'est 63 kilos ta catégorie, hein, c'est ça? Ouais, moins de 63. Donc, je dois poser à 63,00 quoi. Et donc, du coup, je me suis levée à 63,6 le matin à 6h du mat et la pesée était à 9h. Et du coup, de devoir perdre de la flotte alors que ton corps est en pleine menstruation et qu'elle retient du coup cette eau, c'était juste infernal. Ouais, je ne sais pas, Andrew, peut-être que tu es très compétent habituellement, tu as de l'expérience là-dedans, je crois plus que moi. Est-ce que tu crois que c'est vu qu'il y a du sang, est-ce qu'il y a une perte de minéraux qui se fait, qui est assez intense pour créer un débalancement au niveau de l'osmose, en fait, des liquides du corps? Puis le corps, par mécanisme de protection, va garder son eau, vu qu'il y a une perte de liquide ailleurs. Je ne sais pas si ça a un rapport avec un débalancement des minéraux ou un manque de minéraux, il faudrait qu'elle augmente son sodium. En fait, c'est l'inverse qu'il faudrait qu'il se passe. C'est quoi la question? Parce qu'elle dit que quand elle a eu pendant une compétition, ses menstruations, et ce qui s'est passé, c'est que le matin, il fallait qu'elle pèse 63 kilos. Finalement, elle s'est réveillée le matin, elle a eu des segments, et elle s'est retrouvée à 63,6 kilos. Son corps était prêt pour la compétition, mais le matin, il y a eu un mécanisme de protection qui est installé. Son corps a gardé l'eau. Hein? Aldostérone. L'aldostérone qui va faire ça? Ouais. Fort probable. Et surtout le matin, tu sais, déjà, c'est le matin, alors tu vas avoir ton cortisol au réveil qui est élevé. Cortisol plus élevé le matin. You're off to the races already. Tu joues déjà avec quelque chose. Même le système féminin, il s'autorégularise tellement plus à fine pointe que l'homme, hein, parce que c'est censé être capable de faire croître un être humain. Alors, tu vois, ça dépend de la personne, mais c'est vraiment extrême. Comme des fois, il y a des filles, oublie ça, there's no way to do it. Il faut presque viser tout mécanisme pour déstresser le système avant même d'essayer d'attenter à jouer avec l'eau.
Mais moi, je ne suis pas OK. comme Ben. Hein. Tu demandes à Ben, Ben il va avoir une meilleure réponse que moi, mais Ouais. c'est... Benoît Lapierre, ouais, un de Oh, nos yeah. amis, collègues, là, il est très, très fort avec ça. C'est un bodybuilder professionnel mondial. Là. Il a quand même beaucoup d'expérience là-dedans. Mais ça, j'ai Yann Werner aussi qui est excellent. Il fait des cotes pour des combattants dans l'équipe directement de Neuroperformance. Donc, si jamais tu as besoin de quelqu'un pour vraiment t'assurer que ça se passe bien la prochaine fois, éviter que ça se reproduise, on a des spécialistes dans l'équipe là, avec nous. Là. Ça, je te l'offre. Je suis certain. En tant que propriétaire d'institut, je tape sur l'épaule de Yann, je dis hey, veux-tu t'occuper de l'IA? Il va te faire ça gratuitement, je suis convaincu. Dis-le pas. Ah merde, il y a des auditeurs. Mais je suis convaincu qu'on peut t'aider avec ça sans problème parce qu'il faut que ça soit fait naturellement. Un autre truc que je trouve intéressant, les femmes, surtout s'ils s'entraînent en une femme, ils deviennent plus régulières ensemble. Hein. Ça, c'est un phénomène vraiment qui est cool. C'est hormonal. Puis les femmes s'auto-calibrent entre elles. Ils vont être régulières ensemble. Ça, c'est phénoménal. Mais toi, je sais que tu as 2 filles peut-être que tu t'entraînes avec, le reste, c'est des hommes. Là, en ce moment, on est dans le confinement, donc tu es pas mal seul. Oui. Ouais, c'est Pas ça. un chat, mais c'est un mâle, alors. Ouais. Ce que je te conseillerais, moi, humblement, je ne suis pas une femme, mais c'est ce que je comprends en tant que coach, c'est la semaine avant tes menstruations, tu tomberais en déload. C'est-à-dire que ça serait ta semaine que tu décharges. Je ne sais pas si tu travailles comme ça. Moi, j'aime ça travailler avec ça, avec les athlètes, pour relaxer le système nerveux. Surtout que tu es un athlète de force. Ça serait ma semaine que je serais à 50 % de mes charges. Tu gardes tes mouvements, tu continues à bouger, ça fait circuler la lymphe, ça garde tes capacités motrices. Mais tu décharges ton système nerveux, puis ça va juste peut-être te permettre d'augmenter ta courbe ensuite de force pour les semaines d'après. Est-ce que tu travailles un peu comme ça? Alors, oui et non. Après, l'avantage de mon entraînement, c'est qu'on est avec des RPE. Donc, RPE, ça suit un peu... alors, je ne sais pas comment expliquer, mais... par exemple, RPE 6, 7, 8... En fait, c'est une tranche... Alors, comment expliquer? Je me perds dans mes explications. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas une enseignante là-dedans, OK? Alors, fais ton possible. C'est trop compliqué. Vas-y dans tes mots. Ça fluctue selon ton énergie. Par exemple, on va te dire aujourd'hui, tu dois faire une barre au squat RPE 8. Ça veut dire que je suis capable ce jour-là de faire, par exemple, 180 en squat. J'ai fait une répétition. Mais en fait, j'aurais été capable de la faire RP8, donc c'est-à-dire j'aurais été capable de faire 2 répétitions. OK, oui, je comprends. Oui. Donc, et en fait, du coup, tu adaptes parce qu'un jour, tu peux être RP8, je suis capable de faire 180 en squat. Et un jour où je vais être super crevée, en fait, je vais faire que 160. Donc, du coup, en fait, ça fluctue selon aussi... c'est beaucoup, hein? Enfin, c'est un exemple, hein. Ouais. Mais, ça fluctue... ça fluctue selon ton énergie du jour, en fait. Tu es quand même très, très à l'écoute. Je ne sais pas si c'est ton coach qui t'a suggéré ça, mais ça reste un entraînement qui c'est super à l'écoute de ton corps. Oui. Ce que je comprends. Puis ça, je pense que c'est vraiment fascinant parce que ça doit aider au niveau de ta récupération. C'est souvent une des grandes erreurs des athlètes, c'est de vouloir toujours pousser pour être compétitif, pour être le meilleur. Ils ne visent pas à long terme, les athlètes, souvent. Ils veulent tout de suite l'objectif. Je pense que ta force, soit, je ne sais pas si c'est l'autisme ou autre, mais que tu es capable de garder ton cap vers ta direction, puis tu y vas. Tu n'es pas constamment en train de vouloir devancer les choses trop rapidement. Tu as un rythme naturel. Je pense que tu as beaucoup d'athlètes qui sont soit dans l'ego, soit qui ne sont pas patients, en fait, qui ne sont pas du tout patients, sauf que tu ne peux pas atteindre certains objectifs sans patience, c'est pas possible. Mm-hmm. Ce n'est pas possible. Et puis, je pense que l'ego, quand tu es à la salle, au bout d'un moment, si tu veux vraiment avancer et atteindre certains niveaux, il faut le mettre de côté. Parce que c'est bien beau d'être le meilleur de la salle, mais si c'est pour après faire de la merde en compétition, c'est pas le but. Ça, c'est un très bon point que tu dis là, parce que j'ai vu ça dans le combat aussi souvent. Les gens, c'était les meilleurs en pratique, puis quand ils arrivaient dans des combats des combats officiels, ben, ils avaient peur. Donc, ils n'étaient plus capables de performer. Il faut être prêt le jour J.
c'est le jour J qu'il faut être prêt. C'est pas avant, c'est pas après. Avant, tu n'as rien à prouver à personne. C'est le jour J que tu as prouvé ce que tu vaux. Donc voilà, il y a des jours où tu vas être moins en forme, faudra mettre moins lourd. Et c'est pas parce qu'il y a un tel qui a regardé ou parce que tu as envie de faire un post sur Instagram qu'il faudra mettre une barre que normalement tu n'aurais pas dû passer et qu'en plus tu risques de te blesser. Donc voilà. J'apprécie beaucoup ta belle sagesse. Je ne sais pas si tu es consciente, mais tu dis des choses très, très intelligentes, très pertinentes dans le domaine. Puis être, être prête pour le jour J, ça, c'est magnifique. Puis quand on regarde tes photos, tu es toujours ultra focus. Ça, c'est vraiment une belle qualité en tant que athlète. C'est le jour J, tu es présente. Et les autres journées, tu as du plaisir. Tu vas toujours poster des vidéos d'entraînement. On voit que tu aimes ça, tu as du fun, tu as des photos toujours avec des beaux sourires. Ça, le plaisir et l'entraînement, il ne faut pas le dissocier jamais. La journée que ça devient une corvée, tu as besoin d'une pause. Il y en a aussi beaucoup qui veulent les résultats, mais qui n'aiment pas s'entraîner, en fait. On apprend par le jeu. Vraiment de plaisir à s'entraîner et qui pensent que alors, quand je dis l'or, c'est la médaille d'or. Sauf que il faut aimer ce que tu fais, il faut y mettre de la passion et ça se construit. Pour arriver à l'or, ça se construit. C'est pas un dû, ça arrive pas comme ça. Et après, c'est le jour J où il faut tout donner. Mais le jour J, il se prépare avant, il se prépare pas le jour même. Donc voilà, c'est une confiance aussi que tu dois construire pendant tes entraînements. Confiance en toi, une confiance en tes barres. En ton coach, en ton équipe aussi. Voilà. On voit ça comme un sport en solo, mais il y a quand même du monde derrière. Hein? Ouais. On parle toujours de sport collectif et sport individuel. En vrai, il y a toujours une équipe qui est derrière. Oui. C'est ça, on l'oublie. Mais c'est l'athlète au final qui fait tout. Ça fait partie de mon apprentissage aussi. Je disais souvent mon athlète. C'est pas ton athlète. L'athlète est fidèle à qui il veut. Hein? C'est vrai, on m'a renoté ça. C'est pas une propriété. C'est moi, en fait, qui est chanceux de pouvoir passer du temps avec toi. Puis quand on a la chance de le faire, tu es, toi, l'athlète. Moi, je suis dans l'équipe. Hein? J'aide comme je peux. Donc, avec des petits conseils comme ça. Justement, Andrew. Je le vois beaucoup, ça, mon athlète. Après, moi, ça me me choque pas dans le sens où je pense que c'est pas fait méchamment et que les gens ont juste. Beaucoup de personnes ont besoin de se sentir faire partie d'une équipe, faire partie d'une équipe. Et c'est la manière de le montrer, en fait. Mon athlète, c'est la manière de le montrer. On est ensemble. Moi, je suis pas trop comme ça. Je suis pas trop en mode team parce que je trouve que ça met toujours des conflits un peu débiles entre les gens. Donc, tu peux très bien faire partie d'une autre team et que je t'apprécie et être dans ma team, soi-disant, et que je t'apprécie pas. Donc, c'est vraiment la valeur des gens avant la team pour moi. Oui, c'est ça. Il faut s'entourer de. Ça fait encore partie de ton bon ressenti, je crois. Il faut s'entourer de gens qu'on se sent bien avec eux, qu'on sent qu'ils nous apportent quelque chose, puis que c'est sain. Hein, parce que c'est un contrat, là, c'est un contrat non écrit, on peut dire. Parce que si la personne, exemple, il y a un échec qui se produit, ça n'arrivera pas dans ton cas, mais on va parler des autres. Quand il tombe en échec, soit thérapeutique, soit au niveau du sport, ben, l'équipe au complet va vivre l'échec. C'est pas que l'athlète, c'est l'équipe aussi qui va être en arrière, qui va dire c'est-tu de ma faute? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle n'a pas exécuté ce que j'ai dit ou c'est moi qui ai eu une erreur de jugement, qui n'a pas conseillé la bonne chose? Et l'équipe va toujours ressentir ça aussi. Parce que l'équipe va être dans ton coin, que tu gagnes ou que tu perdes. Son nom est quand même là. C'est pas une défaite en solo. Parce que si on s'occupe d'une personne et que cette personne-là n'a pas les résultats qu'elle veut, ben l'équipe va passer comme le genre de coach qui ne sont pas capables de produire des résultats non plus. C'est ça, on a une relation plus serrée qu'on le croit des fois avec l'athlète. Puis c'est pour ça que des fois, ça devient mon athlète parce que c'est notre bébé. C'est quelque chose qu'on s'est investi vraiment profondément avec eux. On vit, hein? Parce que si l'athlète ne se sent pas bien, on va se sentir. C'est comme un enfant, c'est le même principe. Là. On crée des liens avec des gens puis on veut vraiment que ça se passe bien pour eux dans leur vie. C'est important. Bon, il y a des gens, évidemment, il y a toutes sortes de coachs. Hein. Il y en a qui c'est mal fondé et qui veulent seulement leur ego être satisfait de certains trucs. Là, mais bon, je
pense pas que c'est le genre de relation qu'on a eu à la base. Ouais, non. C'était vraiment dans le hey, on va se rencontrer, ça va être cool, puis on s'est amusé, puis on a fait un truc, puis on filme, ouais. C'est vraiment dans le plaisir. Moi, c'est comme ça que je vois ça. J'ai pas besoin de. La journée, un jour, j'aurai juste des athlètes millionnaires, ça sera ça. Mais pour l'instant, je m'en fous. En fait, moi, je me concentre sur l'enseignement. Je m'occupe de pratiquement personne. J'ai fermé ma clinique pendant 1 an et demi parce que je me concentrais seulement sur l'Institut. Là, on a rouvert une clinique à Ottawa, la province voisine. Puis, on est vraiment en train de... C'est des gens des traumatisés, pas des traumatisés, des accidents traumatiques, commotion cérébrale, des gens handicapés, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui me permet, moi, en tant qu'enseignant de neurologie fonctionnelle, d'aider ces personnes-là à recommencer à marcher, à vivre sans douleur. Puis c'est un mandat que je veux. Toi, qu'est-ce qui m'intéresse de travailler avec toi, c'est justement parce qu'on peut améliorer certains aspects de ta condition, ta neurologie. Puis en tant qu'être humain aussi, tu es formidable. Donc, c'est là le plaisir aussi. C'est pas ennuyeux. C'est pas comme s'occuper d'un athlète qui... c'est le fun de travailler avec toi. Là. Toujours souriante, tout va bien, on a le résultat. C'est pas épuisant. Parce que des fois, ça peut être épuisant. Andrew, je pense qu'il peut en parler. Oh yeah. Pas toujours facile, ce milieu-là. Andrew, tu as laissé un protocole dans le groupe chat, c'est magnésium taurate plus phosphatidylglycérine. Je suis capable de le dire maintenant après le cours avec Anthony. Je n'étais pas capable de dire ce mot-là avant. Il a dit Serine AIDS 70. C'est pourquoi ça? Tu veux-tu unmute? C'est que la phosphatidylserine, c'est vraiment pas stable. Ouais. Alors, souvent, tu trouves à l'acheter, puis c'est déjà, il y a presque aucun actif qui demeure dans l'ingrédient. C'est que souvent, tu vas remarquer, dans le culturiste, disons, tu as une fille que tu as l'impression que tu vas timer ses règles avec la compé. Puis j'ai remarqué qu'avec son effet prononcé sur les membranes cellulaires et le cortisol, que des fois, tu trouves à déjà perdre 2 livres d'eau sans même t'en apercevoir. Alors, des fois, tu ne penses pas à ta compé tout de suite, mais c'est que tu vas pas aller taxer ton système en essayant d'éliminer de l'eau. C'est que tu vas réduire, comment on dit ça? Tu vas réduire, je pense mal en français. Tu peux le dire en anglais, c'est correct, je vais traduire. Yeah, so sympathetic tone is going to be lower. So fluid retention goes down, and you'll have lower blood pressure. So you know already that you're retaining less fluid. OK. Donc, je vais le traduire tout de suite parce que je n'ai pas de capacité exceptionnelle en écoute active. On va, dans le fond, en baissant le stress du corps, le cortisol, parce que tu as déjà un sport qui augmente ton cortisol, hein, beaucoup. C'est de la force max. Autant que le marathon, ça va être ça. Donc, en abaissant le cortisol, ça va baisser la pression artérielle. Ça va baisser la rétention d'eau aussi en même temps. Puis je pense que ça dit autre chose. Mais c'est pas mal ça. C'est juste, c'est ça. Souvent, le monde, il pense à comme rétention d'eau liée à la règle, comme il pense à un mécanisme. Mais c'est en utilisant ce supplément des fois, en avance, on se trouve à retenir moins d'eau quand les règles y viennent. Le magnésium taurate, ça calme le système nerveux. Effectivement. Le phosphatidylglycérine, c'est pas un... j'ai oublié son mécanisme d'action. Mais c'est un phospholipide qui se trouve dans presque toutes les membranes de toutes les cellules du corps. Okay. Mais souvent, ils trouvent que ça a un effet prononcé sur le cerveau. Et au long terme... je pense qu'on s'en sert dans les trucs cognitifs, le phosphatide. Oui, quand tu le prends au long terme à des assez grosses doses, il n'y a pas d'effet secondaire, mais ils ont remarqué que la pression artérielle, il y a certaines personnes qui ont des conditions spéciales où tu vas voir comme la demi de la pression artérielle. Oui, okay. Complètement. Okay. Puis, si on pense à juste le visuel du culturiste, le monde, il se trouve avoir une peau beaucoup plus mince. Oui, c'est ça. Bon, c'est déjà qu'il y a une rétention moindre. Ouais. OK, intéressant. Donc, c'est bon pour leaner, pour perdre le petit dernier petit gras surface. Qui fait que des fois, la muscle est là, mais la peau, elle devient plus épaisse. Toujours un peu plus de rétention d'eau dans les tissus. Donc, c'est difficile d'avoir le petit look écorché, comme on va dire, là, ouais. en français. C'est comme, tu parlais de culture ça, mais comme moi, j'ai fait... vous appelez ça quoi? C'est la dynamophilie en français? Powerlifting? Je pense que oui. Force athlétique. Force athlétique. OK. Alors, moi, j'ai fait ça aussi. Puis, même affaire que je marquais, c'est, disons, c'est deadlift peak day. C'est sûr que tu es gonflé la journée d'après. Tu fais ton deadlift. La journée que c'est ton deadlift en force max, le lendemain, habituellement, tu vas avoir plus de rétention d'eau. On dirait que j'ai passé une brosse, man.
Je me suis jamais posé la question. Enfin, j'ai jamais prêté attention Ouais. à ça. Par contre, là, maintenant que tu me dis ça, faudrait que je vois par rapport à mon poids. Les lendemains ça me donnerait un indicateur. Ben Puisque mon ça, c'est poids, c'est peut-être intéressant. donc, il faudrait que je vérifie par rapport à mon poids les jours où je fais du deadlift. J'ai pas... Mhm. Ça Éviter de dépend faire de du la deadlift personne. max la journée de la veille d'une compétition. Non, mais on ne ferait pas, mais juste donner une idée de ce que ça Ah, fait au corps. Alors, le sport en général, ce que ça fait. Mais pour vrai, moi, j'écoutais aujourd'hui pour voir ce que vous parliez de quand vous parliez de Asperger's et d'autisme. Parce que ouais, comme j'ai excuse, écrit j'ai dans mon oublié de lire message, ton petit texte en haut. mais c'est que Tu ma peux mère, elle a l'expliquer? une maîtrise là-dedans, puis ils m'ont toujours mis sur ce spectre aussi. Mais j'ai pas rencontré du monde qui en discutait ou que il y avait même l'information donnée là-dessus. Tu sais, ma mère, tout ce qu'elle a fait à cause de ce qu'elle connaissait de sa maîtrise de l'année 1979, elle mettait Ah, dans ça a changé, hein? tous les sports imaginables, right? Alors là, on dirait que ma mémoire à court terme, elle s'améliorait quand je faisais ça. Ouais, quand Mais tu on faisais du dirait que, sport. oh yeah, quand je Ouais, c'est sûr, m'épuisais. tu actives le cerveau. Tu actives le cerveau tout simplement en bougeant. Hein? Juste le fait de bouger le corps à gauche, on active le cerveau droit, etc. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. On a parlé du thalamus tantôt, le relais des informations sensorielles. Je vais donner des petits trucs ensuite, après, un petit peu qu'est-ce que je pense faire avec l'IA éventuellement. Toi, je pense qu'on a déjà fait des tests de réflexe primaire avec toi, j'imagine, Andrew. Je me souviens plus, tu as fait plein d'affaires avec moi. Ouais, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, là, toi. Ça doit faire 1 an. Hein? On était en cours ensemble il y a 3 ans, je pense. Ouais. Il n'a pas été chanceux, Andrew. Il a eu la paralysie de Bell au niveau du visage. C'est pour ça que son visage ne bouge pas super bien d'un côté. Il a eu beaucoup de problèmes de santé d'un coup. Beaucoup de blessures durant ma vie en général. Mais j'étais juste comme. Tu prononces Lia? L'IA, ouais. Lia? Ouais, j'étais de même quand j'étais plus jeune. J'étais très, très fort, très vite. Puis les coachs, il n'y avait aucune idée pourquoi je ne me blessais pas. C'est la minute que je touche what do you call it? Doping, performance enhancing Ah, drugs. les drogues de performance, oui. C'est à ce moment-là que les blessures, ils s'en venaient, mais pendant 10 ans, je prenais de l'avance sur tout le monde à vous parler de régularité puis de manière à juste suivre un plan. C'était tellement facile. On dirait que je ne me fatiguais pas. C'était pas difficile de prendre de l'avance sur les autres. Je ne me blessais jamais. Et là, tu sais, veux pas, la structure s'est faite affecter par les drogues. Mais c'est que j'ai pas souvent entendu quelqu'un discuter de même, puis je disais, oh shit, that's like me. Non, mais ça fait longtemps. Tu t'es trouvé un ami, un powerlifter avec un Asperger. C'est bien ça. Mais ça fait longtemps. On dirait que je recherche mon troupeau toute ma vie, puis je rencontre vraiment du monde qui parle de même. Alors, c'est intéressant que comme tu cela. Parler comme cela. De même, on dit ça au Québec. Excuse, je parle mal en français. Oui, non, mais c'est correct. Mais on parle au Québec. Tout ça. Moi aussi, je dois faire attention avec l'IA, donc il n'y a pas de problème. Non, ça va, j'arrive à comprendre. Oui, c'est bon. Okay. Excellent. Donc, ben, c'est super intéressant. Là, ce qu'il a dit, je ne sais pas si tu as compris, il a dit que quand éventuellement, Andrew, il s'est entraîné très longtemps de façon naturelle. Puis, bon, il a fait une compétition un peu bodybuilding aussi, je crois. Très musculaire. Powerlifting, Andrew. Très massif. Et bodybuilding. Les deux. Et bodybuilding. Il a fait les deux. Puis éventuellement, bon, ben, évidemment, toute la sollicitation, puis bon, etc., il a essayé des drogues de performance, donc des stéroïdes. Puis là, il a vu que son corps, il commençait à se blesser, puis le corps, c'était plus naturel, puis il y a eu des désajustements. Ça a été négatif pour lui. Donc, j'imagine que plus favorable pour toi faire des entraînements naturels maintenant. Où on vieillit aussi. Il y a pas mal de... Oh là là, attends, faut que je... Oui, pas de problème, on t'amène en terrain glissant. Faut que je me remette c'est vrai que ça, j'ai pu le remarquer aussi pas mal autour de moi, que souvent des personnes qui sont sous drogue se blessent beaucoup plus facilement. Mais parce que je pense que tu développes une capacité musculaire et une capacité de force qui est au-delà de ce que tu es capable de faire normalement. Et souvent, ce sont tes tendons et tes ligaments qui ne suivent pas du tout le même rythme
Et du coup, le fait qu'ils ne suivent pas à ce rythme-là augmente le risque de blessure, puisque toi, tu es en mode j'ai plus de force, j'ai plus de muscles, donc je peux porter plus lourd, sauf que tes tendons ne suivent pas. Tu mets quand même des charges beaucoup Exact. plus importantes. C'est du tissu plus osseux. Ça a besoin de plus de temps à grossir. Besoin d'hormones de croissance, pas juste de testostérone. J'en parle aussi dans le cours, ça, justement, cette section-là. Puis les gens, ils oublient ça. Ils vont finir avec des blessures au tendon, s'arracher des muscles, parce que le système osseux n'a pas suivi le système musculaire. Ça, c'est super intelligent ce que tu dis là. Salut Marc-André. Marc-André, dans l'équipe aussi, gros powerlifter aussi, bodybuilder. Juste à ajouter, j'ai aucune blessure, c'est passé au maximal. C'était tout en échauffement. Ah ouais? Tout. Il y en a 40, il y en a une vingtaine, 22 des claquages musculaires, tout en échauffement. 22 claquages musculaires, c'est incroyable. Moi, je me suis jamais blessé non plus pendant le sport. Je me suis blessé toujours dans des mouvements cons. La dernière fois, je tire une barre, une landmine, là, c'était une barre plantée comme ça, puis je voulais la tirer. Ça a craqué dans mon poignet, clac! C'était tout con, là. Elle était vissée dans le sol, je l'ai pris, clac! Mon poignet a craqué, ça a pris des mois avant que ça commence à aller mieux. J'ai encore certaines sensibilités. Je me dis, mais c'est complètement con. Donc, en ce moment, si on revient un peu dans le topo du sujet, merci beaucoup. Comment tu gères tes entraînements en ce moment pendant le confinement? Sur le coup, ça m'inquiétait parce que les championnats mondiaux s'en venaient. Là, je me suis dit, ah non, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, tout de suite, je t'ai écrit parce que je me suis dit que si tu as une compétitrice qui, elle, a un gym à la maison, ben là, tu étais dans la merde. Puis là, ben, je me suis dit, ben non, mais elle n'a pas de gym à la maison. Fait que là, je me suis mis à délirer un peu. Donc, c'est comment tu survis à tout cela? Du coup, on a la chance d'avoir notre salle de sport avec des amis où on avait acheté le matériel, on a loué le local et tout. Et donc, du coup, juste avant le confinement, on a pris chacun du matos pour le mettre chez soi. Parce que moi, concrètement, être confinée, ça ne me dérange pas du tout parce que je suis très casanière et très solitaire. Mais ne pas pouvoir m'entraîner, je pense que j'aurais pété un peu, clairement. Donc, j'ai dit, tant pis, je vais me débrouiller, je vais foutre ça dans le salon. Et j'ai mis tout dans mon salon, du coup. Ben, toi, c'est ça, vu que c'est minimaliste, ça te convient. Un bench, une cage à squat et le tour est joué? Ouais. C'est pratique, on n'a pas besoin de beaucoup au final. Oui, c'est ça. Ben, en fait, toi, tu prends un banc puis tu fais le bench dans la cage à squat, j'imagine? Ouais, en fait, tu n'as pas eu besoin d'avoir deux morceaux, là. Oui, c'est tout dans un. Il y a juste le deadlift, du coup, j'ai besoin d'une plateforme, mais j'ai un bout de bois et 2 dalles de jardin, et ça suffit. Excellent. Bon, ben c'est top. Donc, tu peux continuer, tu t'entraînes quand même au même volume, aux mêmes charges, ça va super bien? Pareil que si j'étais à la salle. Et du coup, les championnats du monde ne sera plus au mois de juin, vu les circonstances. Ouais. Ça a été décalé au mois de septembre. Mais même si c'était décalé au mois de septembre, si j'avais pas pu m'entraîner là pendant tout ce temps-là, mon Dieu Seigneur. Et de revenir à niveau pour septembre. Donc, pas de compétition interplanétaire dans les prochaines années, sinon. Je fais des blagues, je suis toujours en train de taquiner l'IA parce que je dis que ça va être la championne intergalactique. Ça vous prouve à quel point j'ai foi en elle. Hein? C'est pas la meilleure pour moi, c'est la championne des systèmes solaires assemblés. OK. Troisième sujet. En quoi tu crois que l'autisme de type Asperger te nuit en tant qu'athlète ou t'aide? Je pense que ça m'a nui dans mes débuts où je ne voulais pas en parler, où je ne l'assumais pas devant tout le monde. Concrètement, donc je vais prendre un cas concret. Donc j'ai fait ma première et ma dernière année en junior. Donc c'était ma première compétition. Les juniors, c'est jusqu'à l'âge de 23 ans. Okay. Donc, j'avais 23 ans, donc c'était ma première compétition et ma dernière année en junior. Et donc j'ai gagné les championnats de France et j'ai été convoquée pour faire les championnats d'Europe en junior pour ma dernière année, du coup. Ça faisait 1 an et demi environ que tu faisais du powerlifting, je crois. Ça faisait 1 an. Puis tu ne faisais pas de sport avant. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et j'ai refusé. J'ai refusé de faire ces championnats d'Europe. Ça m'a valu beaucoup de critiques.
J'ai des personnes qui ont dit que c'est parce que je me dopais et que je ne voulais pas faire les contrôles antidopage, puisque au championnat d'Europe et du monde, tu as des contrôles. Donc que c'était pour ça, parce que sinon j'allais être prise pour dopage. Et il y en a d'autres qui ont dit que c'était parce que je pétais plus au concu et que je me prenais pour une princesse. La vraie Ça me rappelle raison, un peu des vagues, oui, ouais. voilà tous les bruits qui sont venus à moi et je vais essayer de ne pas pleurer en le disant. Ouais. Euh, Tu vois et la bien. raison, c'est que j'avais tellement peur de me retrouver loin de chez moi, de me retrouver avec des personnes que je ne connaissais pas, de faire des crises autistiques devant tout le monde et que je n'étais pas capable de gérer parce que je savais que c'était tout nouveau, qu'il allait y avoir beaucoup de monde, qu'il allait y avoir du bruit. Je ne savais pas du tout comment j'allais le gérer. Et donc, du coup, j'ai décidé de dire non, alors que c'était une opportunité. Et ça m'a longtemps desservi parce qu'avant de faire des compétitions internationales, j'ai mis 3 ans. Alors que j'avais l'opportunité d'en faire avant et que j'étais pas prête. J'étais pas prête parce que je l'assumais pas, parce que j'étais bourrée de peur et que voilà. Et ça a été un long chemin, un long processus sur moi-même pour y arriver en fait et pour faire une première compétition à l'international, donc qui était l'année dernière. L'année dernière en 2018, mes premiers championnats d'Europe du coup. Aujourd'hui, après, je dirais que malgré ça, en fait, ça me dessert au niveau social, au niveau contexte social, ça peut être assez compliqué à gérer, même si aujourd'hui, voilà, j'ai appris à le faire. Là où c'est un avantage, et ça j'en ai conscience, c'est que je ne me lasse pas de répéter toujours les mêmes choses. Je suis hyper perfectionniste. Et voilà, c'est tout dans le rituel, la répétition, la répétition, la répétition. Et je me rends compte que la plupart des gens, manger tout le temps la même chose, faire tout le temps la même chose, ils s'ennuient. Et moi, je suis là, mais non, mais moi, je ne m'ennuie pas. J'adore. J'adore parce que je vais au bout des choses et que pour moi, tu peux, même en ayant répété 10 milliards de fois le même geste, j'ai l'impression de toujours l'apprendre et toujours le redécouvrir en fait. Et ça, je pense que c'est une force. Je pense que ça, dans un sport, c'est une force parce que ça t'amène plus loin que les autres, en fait, en quelque sorte. Génial. Hey, merci beaucoup de nous raconter tout ça. Moi, ça me touche beaucoup parce que ça ne m'aurait pas dérangé, limite. Je suis très sensible, je suis très connecté à mes émotions aussi, il n'y a pas de problème. Moi, tu sais ce que je pense de toi. Je ne me suis jamais gêné de te le dire. Je me suis toujours. J'ai une très grande fierté de toi, de ce que tu fais. Puis, merci. Je vais te dire quelque chose à mon tour que je n'ai jamais dit en public. Non. Regarde ce que tu as fait. Tu n'étais peut-être pas prête, puis c'est correct. Comment qu'on aurait pu demander à un humain que ça faisait 1 an qu'il commençait à faire ça, de se mettre sur une plateforme internationale? Tu avais peut-être le syndrome de l'imposteur. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui ça fait 10 ans, 20 ans qui sont qualifiés. Ils ne veulent même pas enseigner avec nous. Puis je trouve qu'ils ont plein de trucs à partager, mais ils ont peur. Puis tu as réussi à le faire. Tu as réussi à te mettre sur cette plateforme-là, puis à le faire. Puis en plus, pas seulement le faire, mais devenir la meilleure. Ça, c'est fascinant. Puis je vais te parler de moi. J'avais un gym, OK, en développement en powerlifting puis en homme fort. Je n'étais pas le plus fort. Moi, je développais des stratégies, des techniques, des choses comme ça. J'avais beaucoup de plaisir. Mais j'avais des mecs là, qui faisaient du deadlift 2 fois mon poids, là, 2 fois ce que je levais. Je n'étais pas dans le niveau. J'avais pas d'expérience. Moi, j'étais un ancien handicapé. Je commençais à bouger à 25 ans. Bon. J'ai commencé aussi, je m'intéressais beaucoup. J'ai toujours fait un peu de combat, des choses comme ça. Puis là, on m'a rentré dans l'équipe internationale de combat armuré, full contact, là, dans Battle of the Nation. Puis là, on commençait à faire des pratiques. Puis moi, tout de suite, ils m'ont confronté aux champions de l'équipe. Puis on fait des événements, let's go. Puis tu sais, je venais d'avoir mon équipement. J'étais stressé, j'étais pas prêt. Là, finalement, on est allé faire un événement. Puis moi, j'ai une maladie au niveau du système digestif. Ça fait longtemps. Quand je suis stressé, évidemment, ça l'empire. J'ai comme des crises. Puis là, je le sentais. Je m'équipe, je mets mon armure. Puis là, il faut aller se battre. Puis là, le système digestif, il me lâche. Des douleurs. Là, je ne peux pas aller me battre comme ça. Là. J'ai peur. Là, tu réalises à quel point le stress dans le corps va nous affecter. Tu sais, je pleurais pas, mais moi,
la poussée, la crise un peu, elle me servait à me défiler un peu de ça. Et en fait, c'était une peur de compétitionner parce que moi, à la base, à l'enfance, je n'étais pas pris dans les équipes. J'étais le handicapé, les gens ne voulaient pas de moi dans les équipes de sport. Puis, j'étais quand même athlétique, mais les gens ne voulaient simplement pas. Là. J'étais trop imprévisible peut-être par rapport au sport. Finalement, est-ce que j'ai eu le goût de développer des sports d'équipe ensuite? Non, pas du tout. Moi, ce que j'aimais du combat, c'était de faire un duel. Moi contre toi. C'était pas moi, mon équipe contre d'autres mondes. Travailler en équipe, c'était pas mon plaisir. Quand j'ai fait, on s'est inscrit à une compétition amateur d'hommes forts. Super cool. Moi, je m'occupe de coacher mes athlètes, tout ça. Puis là, je participe aussi en même temps. Même chose, le ventre, il me lâche. Je fais mon premier lift, il fallait flipper un. C'était quoi on avait? Ah, c'était un Farmer's Walk, une marche du fermier avec des grosses charges. Échec complet, je m'enfargeais, c'était la merde. Puis pourtant, je suis quand même fort, naturellement. Je performe bien dans le stress. Échec complet. Là, il a fallu que je revienne avec moi. Puis là, j'avais honte parce que toute mon équipe me regardait. Puis je me disais, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est pas normal. Là, j'avais ma poussée un peu que je pensais ma poussée de ma maladie, mais en fait, c'est carrément une réaction du stress. Là. La maladie, c'est une excuse, rendu là. Je ne savais pas. On a besoin de coach mental, des gens qui nous aident à performer, puis à évaluer notre stress, puis à réagir. Dans ce temps-là, je n'étais pas qualifié pour ça. Maintenant, oui. Je suis allé travailler ces lacunes-là. Mais ensuite, le deuxième exercice, j'ai fait 2 exercices de plus et j'ai réussi à battre un des champions et l'autre aussi. Puis j'ai remonté, puis tout le monde est allé au micro. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle personne qui est devant nous. Ça, c'est parce qu'il a fallu qu'à un moment donné, je me regarde puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, la victime qui n'est jamais pris dans les sports, qui est assis au coin, qui est malade, qui est faible. Ou là, c'est le temps de prendre ton courage puis d'avancer. C'est un peu ce que j'ai fait. Puis je comprends complètement. C'est stressant, là. Moi, quand j'ai commencé à étudier, à enseigner dans le monde, OK, tu t'en viens en France, si ça, je me balance, j'arrive à l'aéroport, je m'en vais dans une salle avec des gens que je trouve plus éduqués que moi, pratiquement, puis il faut que je leur montre une nouvelle thérapie. Puis dans la confrontation, puis c'est une compétition, là, limite, là, d'ego, puis tu sais pas ce qui va se passer. Mais faut que tu as une force magnifique en toi qui t'a permis de te rendre là. Puis ça, faut que tu comprennes que il n'y a rien d'insurmontable pour toi. Puis j'espère que tu vas continuer à faire ce travail-là d'inspiration au niveau des gens parce que tu es une source d'inspiration pour plusieurs personnes. Hein? Donc voilà. C'est pour ça, ça fait partie des choses pourquoi je suis très fier de travailler avec toi du mieux que je peux, quand on le peut. Mais ça, c'est un plaisir. Donc, voilà, c'était ma parenthèse. Fait que c'est normal d'avoir peur. C'est normal. Il faut que les gens osent essayer. C'est quoi le pire qui peut arriver? Au pire, OK, tu n'as pas la performance que tu veux. C'est l'attitude à la fin. Regarde, écoutez, j'ai essayé, c'est la première fois. Merci, c'était une belle occasion. Je vais travailler plus fort. Est-ce que les gens vont te lancer des rushs? C'est une attitude comme ça? Probablement pas. Parce que c'est une attitude de victime face à l'échec. Il y aura toujours qui trouveront le moyen de critiquer, hein, de toute façon. Ben, la personne qui va critiquer, c'est probablement celle qui va dire ah, ça n'a pas bien été, puis elle va mettre la faute sur le sommeil, sur l'entraînement, sur j'avais une grippe, sur. Ça, c'est une personne qui n'assume pas, qui s'est mal passé. Puis des fois, ça vient du stress, ça ne vient pas nécessairement des facteurs externes, parce qu'il y a des gens qui sont capables de performer dans des situations extrêmes. Des gens qui sauvent leur enfant en dessous d'une voiture, même si la personne ne s'entraîne pas, elle est capable de bouger de la voiture, sauver son enfant. Ouais, c'est beaucoup plus axé sur le cerveau et la perception de la situation qui développe, qui relâche nos pouvoirs, on pourrait dire, en tant que ça me fait super-homme. Alors, je ne sais plus si c'est Eddie Hall ou La Montagne, celui qui fait La Montagne dans... The Mountain, oui, Bjorn. Qui disait ça dans une interview. On lui demandait à quoi il pense quand il doit soulever 400-500 kilos là, au deadlift. Et il disait j'imagine que je dois sauver ma femme et mes enfants sous la barre. Ouais. Donc, ça me fait penser à... C'est ça. On a besoin d'une routine, quelque chose qui nous motive. Il ne faut pas qu'il perde ça. Non plus, il faut qu'il continue à avoir cette peur-là qui lui permet de pousser plus loin. C'est puissant, la peur, là. Soit que ça nous fait figer, soit que ça nous fait nous enfuir, ou soit que ça nous permet de combattre, d'être plus puissant, plus fort, plus rapide. Plus, moi, je suis arrivé dans des situations où je me suis battu quelques fois dans ma vie, puis que ça s'est... J'ai même pas compris ce qui s'est passé tellement que ça s'est passé vite. Je me suis défendu, j'ai maîtrisé la personne. C'était un automatisme. Je sais même pas ce qui s'est passé tellement que ça s'est passé vite. Tu vois, le corps réagit de la bonne façon, c'est-à-dire, il faut que je survive, il faut que je me défende.
Puis le cerveau s'occupe du reste avec l'inconscient. Puis là, on dit la vision tunnel, là, que je ne voyais plus rien, puis ça s'est quand même passé. Puis, wow! Tu vois, il faut faire confiance au corps. Puis toi, ce que tu fais, c'est dans ton entraînement, tu développes des habiletés motrices, tu programmes le mouvement dans ton cerveau. S'il y a quelque chose qui se passe bien ou pas, bien, ton corps va vouloir continuer à faire le truc quand même de la bonne façon. Tu as absolument raison, puisque je me suis déjà posé la question, mais quand j'arrive en compétition, quand je suis en compétition et que ça y est, c'est à mon tour, à quoi je pense? Et je suis incapable de m'en rappeler parce qu'en fait, mon cerveau, il est sur off. Ouais. Et je fais confiance à ce que j'ai fait des milliards de fois à l'entraînement. Et en fait, c'est un automatisme. C'est quoi? J'arrive sur la barre, j'écoute les ordres, bam, bam. Et en fait, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Et c'est un moment où tu dois te laisser aller, faire confiance et vraiment apprendre à mettre ton cerveau sur off, parce qu'à partir du moment où tu commences à trop réfléchir, tu commences à douter, tu commences à avoir peur, et c'est là où tu te laisses submerger par tes émotions, et c'est là où justement c'est ce que je dis souvent, je pense réellement que le pire ennemi d'un athlète, ce sont ses émotions. S'il n'arrive pas à les contrôler, s'il n'arrive pas à les gérer en compétition, ça peut être catastrophique. Pas catastrophique, mais du coup, il va louper, il va pas faire ce qu'il veut, et en plus, il va commencer à s'énerver parce qu'il fait pas ce qu'il veut. Et en fait, après, tu arrives dans un cercle vicieux. Donc, je pense vraiment que la prépa mentale, c'est essentiel pour un athlète. Oui. Je crois que pour les coachs, je ne veux pas donner une excuse, OK? Mais c'est peut-être une version. Bon, Andrew, t'es coach, Marc-André, t'es coach. J'imagine que tu as coaché aussi des gens, l'IA. J'ai eu beaucoup de difficultés à essayer de devenir un athlète parce que je ne me suis jamais considéré comme un athlète. Parce qu'en étant coach, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand moi, j'exécutais un mouvement, je suis toujours en train d'observer puis de donner un exemple puis de. Je ne suis pas capable d'être dans l'intention, dans le mouvement. Puis c'est très rare. Les fois que j'ai réussi, ça a fait vraiment des bons résultats. Là. J'ai eu des bons scores au niveau de powerlift ou strongman ou combat. J'ai réussi à le faire, mais je tombais dans une zone, comme tu parlais, une zone que tout arrête. L'espace-temps n'existe plus. Il y a juste quelque chose qui se passe. Il y a un automatisme qui embarque, un robot qui prend le contrôle de ton corps et qui exécute. Ton cerveau, il n'est plus là pour analyser ce que tu fais, il réagit. Ça, c'est fascinant. Surtout pour les sports, imagine un combattant qui fait un combat de 5 rounds de 5 minutes. Passer 25 minutes dans ce mode-là, moi, ça me fascine. Les meilleurs athlètes, c'est ceux qui sont capables d'être focus le plus longtemps, pas énervés le plus longtemps. C'est ceux qui sont capables de focaliser leur attention puis qui restent dans cet automatisme-là, tout ce mode robotique-là d'action-réaction précise. Puis j'ai beaucoup de difficultés à passer justement du mode athlète au mode coach parce que j'ai toujours l'aspect analyse qui embarque puis qui inhibe un peu ce positionnement-là. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, Andrew ou Marc-André aussi, parce que les deux, vous avez fait du powerlifting. Il y a peut-être un... Moi, ce qui se passe, c'est que je tombe toujours, c'est ça, dans cette espèce de mode de réflexion-là qui, finalement, on dirait que je ne prends pas le plaisir à lever à la barre parce que, de toute manière, je me fais critiquer. C'est arrivé, je prends la barre, puis mes beaux lifts, là, des fois, je poussais un petit peu plus sur une jambe ou un autre truc, puis la personne, mais ton lift, regarde, tu poussais moins là, puis tout de suite, il y a une critique qui s'installe. Parce que si tu es coach, tu n'as pas le droit de faire une erreur. Versus un athlète qui peut lever, tirer un peu plus rapidement avec le dos qu'avec les jambes. Il va y avoir des petites variantes au niveau du lift. C'est pas grave à lever la charge, félicitations. Le coach n'a pas le droit de faire ça. C'est ce que j'ai perçu. Je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Okay. Parce que je pense qu'un bon coach, c'est un bon pédagogue avant tout. Ouais. Pour moi, un coach, c'est pas quelqu'un qui sait faire qui sait faire un squat à la perfection. Il a la théorie et sait l'enseigner et sait faire comprendre. Okay. Pour moi, c'est ça, un coach et un bon coach. Et après, on est tous humains, on a tous droit à l'erreur. Et quand tu arrives sur des charges qui sont critiques, que tu sois coach ou pas coach, il y aura forcément des déséquilibres. Forcément, tu vas peut-être partir un peu sur l'avant, un peu sur l'arrière. Enfin bref, il y aura toujours des choses à redire. Et ce qu'il faut considérer, c'est la performance avant tout. Et que la technique, forcément, quand tu arrives sur des niveaux de performance, elle a tendance un peu à se dégrader en powerlifting. Et ça, il faut le prendre en considération, que tu sois coach ou que tu sois pas coach, en fait. Dès qu'il y a une surcharge, évidemment, c'est ça, des mécanismes de compensation. Le corps doit trouver une stratégie pour être capable de lever quelque chose que naturellement, il ne serait pas capable de lever. Il compense. Super, bien merci, c'est gentil.
Merci de donner une pause à ces pauvres coachs qui ont peur de devenir athlètes parce qu'ils ont justement peur de cette critique-là. Je le dis parce que c'est réel. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti en tant que coach. La peur de décevoir au niveau de la technique les autres parce qu'on essaye d'être des modèles. On enseigne parce que s'il dit « Oh, mais regarde, s'il n'est pas capable de lever lui-même la charge, comment il peut enseigner à bien faire ça? » C'est pas du tout la même chose. La proprioception d'une personne qui n'est pas coachée peut faire des erreurs sans s'en rendre compte. Tu l'as vu quand on t'a fait faire un squat au mur. Tu n'avais aucune idée que ton corps, qu'est-ce qu'il faisait. Jusqu'à temps qu'on filme, qu'on dit « Regarde, qu'est-ce qui se passe? » Oh! Et puis aussi, et je pense que ça, c'est important de le souligner, et je pense que les gens ne font pas la différence entre athlète et coach à ce niveau-là, c'est que tu peux être un super athlète et être un mauvais coach, comme tu peux être un super coach et pas un bon athlète. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Et c'est quoi la grande différence? C'est au niveau de la pédagogie. Pour moi, c'est vraiment ça. Un coach doit être un pédagogue avant tout, alors qu'un athlète n'a pas besoin d'être pédagogue. Un athlète, il a besoin de comprendre le truc et de le faire, c'est tout, de le pratiquer. Et donc, quand tu regardes bien, les plus grands coachs, ce ne sont pas forcément des super athlètes. Ils ont des bons niveaux, ils ont des niveaux respectables, mais ce n'est pas forcément les athlètes les plus performants. Et qui dit super athlète, et c'est là où les gens aussi se trompent. Moi, parfois, on vient me voir en me disant « Ah, tu es capable de faire ça, est-ce que tu ne veux pas me coacher? Je veux faire pareil. » Bien sûr que j'en aurai les capacités et les connaissances, mais pour moi, ce n'est pas de mon ressort parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire déjà. Et puis, parce que la personne se trompe, ce n'est pas parce que je suis une bonne athlète et que je performe que forcément je vais être une bonne coach et que je vais te faire performer. Ça, c'est vraiment, c'est ça, c'est deux niveaux. Je pense que c'est une aptitude qui se développe comme l'entraînement. Il faut travailler l'œil, il faut travailler. Puis toi, tu peux avoir une proprioception incroyable, tu vas savoir ton corps où dans l'espace, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens, j'ai mal là. Mais coacher, il faut que tu lises le corps d'une autre façon complètement. Il faut que tu lises des signes d'épuisement de la personne, que tu saches lui communiquer une information qui est claire, précise. Il faut que tu saches voir est-ce que la personne va faire ce que je veux faire aussi, comment elle est réceptive. Tu apprennes à faire l'écoute active, c'est complètement autre chose. C'est quelque chose que toi, tu vis avec tes pensées dans ta tête. Tu n'as pas à essayer de décoder celle d'une autre personne puis de l'aider à. C'est un autre métier. Bon, mais c'est super ça, qu'on ait parlé de ça quand même, parce que je pense que beaucoup de personnes ne font pas cette différence-là. Ils vont trop souvent donner leur argent à un ancien athlète qui est devenu coach, mais qui n'est pas nécessairement un vrai bon coach. C'est pas parce que quelqu'un a fait nous, on fait un running gag au Québec avec ça, on dit Ah, tu as fait une compétition de fitness, maintenant tu es coach. Ouais, en France, c'est un peu pareil. Ouais, ben c'est ça. C'est comme oui. Et se disent coach aussi. Alors après, c'est bien aussi d'avoir vécu l'expérience, parce qu'il y en a qui n'ont jamais essayé. Moi, si j'aurais jamais essayé une compétition d'homme fort, c'est un peu dur de se mettre dans la peau de l'athlète puis dans la mentalité de l'athlète si tu ne l'as jamais fait toi-même. Faut que tu l'essayes. Après, c'est créer ta propre expérience pour pouvoir te mettre à la place de l'athlète. Ouais. Oui, mais il faut essayer, il n'y a rien de mieux. Hein? C'est comme parler de sexe avec un prêtre. C'est un peu bizarre. Non, je fais des blagues. Oui, quand même pas mal. Pour ceux qui viennent d'arriver, ça peut arriver comme Marc-André, abonnez-vous. Allez sur la page institutneuroperformance.com. Je vous donne un petit livre dans la catégorie e-book gratuit. Un livre sur le testing du système nerveux. Vous allez pouvoir vous amuser à la maison avec ça. En même temps, sur Instagram, l'IA est très active. L'IA, L-Y-A, Powerlift en un mot. Allez voir sa page, plein de stories. Vous allez voir ses entraînements à la maison. Et des fois, pâtissière aussi, je pense que tu as fait un peu des petits cours de cuisine. On voit ta bouffe passer. On la voit chanter du Céline Dion. Tout est parfait. Donc, non, très, très actif. C'est super cool ta page. J'aime ça suivre. Un petit rayon de soleil dans notre journée. Dans notre Corona journée. Donc, tantôt, mon quatrième point, je voulais te donner l'opinion un peu sur l'Asperger. Pour ceux qui viennent de se connecter, allez voir avant. J'avais parlé du thalamus, qui est un relais des informations sensorielles au niveau du cerveau. Si on regarde les autistes, bon, il y a différents degrés. On est capable d'avoir une conversation avec toi, tout va très bien. Il y en a qui c'est un petit peu plus difficile. Je vais vous parler de... J'ai eu affaire souvent avec des autistes. J'ai un cas particulièrement intéressant que j'ai eu dernièrement à la clinique à Ottawa. Bref, il faut se rappeler que c'est un problème d'intégration sensorielle. Ça, l'intégration sensorielle, ça se pratique en tant que nouveau-né au sol.
Bon, aussi in utero, là, il peut y avoir un compartiment génétique, là, on peut dire. Mais il y a quand même moyen de paramétrer, d'améliorer les conditions dans lesquelles la génétique s'exprime. Okay? C'est de l'épigénétique. Okay? La génétique n'est pas une finalité. Hein? On parle de plus en plus en médecine intégrative qu'il y a façon de reprogrammer son ADN, de travailler, mais pour ça, il faut être dans un environnement qui favorise les changements positifs au niveau de la personne. Donc, exemple, un autiste, s'il y a de la difficulté à trier les informations qui proviennent de ses sens, les lumières, les changements, l'audition, la peau, se faire toucher, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est des sens, le goût, sentir, l'olfaction. L'olfaction ne passe pas dans le thalamus, par exemple. Je ne veux pas faire d'erreur avec ça. Comment on peut aider ces personnes-là à mieux gérer les sens et comment que la gestion des sens peut aider la personne ensuite à mieux aller au quotidien? Les sens, on ne contrôle pas. Même si je dirais je ne veux pas entendre, si je ne bouge pas mes oreilles, je vais entendre, n'est-ce pas? Si j'ai les yeux ouverts, je dis je ne veux pas voir, je vais continuer à voir. Si je me fais toucher, je me dis je ne sens rien. On va paramétrer un peu notre réaction par rapport à ça chatouille, ça pique, ça fait mal. On peut moduler un peu notre attention, mais on va toujours le faire. Donc, ça, c'est au niveau inconscient. La façon qu'on programme l'acquisition des sens, c'est beaucoup par le développement sensoriel chez un enfant. Bon, on va le faire toucher, on va faire des sons, on va chanter, on va éveiller ses sens. L'enfant voit, mais il apprend à voir par le cerveau. C'est le cerveau qui construit la vision. Donc, c'est là qu'on voit que chez l'autisme, certains ont beaucoup de difficultés à être dans des environnements qui stimulent les sens. Ils vont se fermer les oreilles, ils vont s'écarter, on va fermer les lumières pour les calmer, puis des choses comme ça. Définitivement, on est chanceux dans ton cas parce qu'en compétition, les gens crient, les lumières sont vives, tu es sur une plateforme, il y a plein de stimulus, des gens qui bougent partout. Ça a dû être peut-être un challenge les premières fois. Après, j'ai l'avantage d'avoir mon casque. Donc, souvent, j'essaye de me mettre quand même dans un coin. J'aime bien les coins. Quelque chose qui me rassure, donc un coin de mur. Ouais. C'est quelque chose qui me rassure, donc proche d'un mur ou d'un coin. Et puis, j'ai mon casque, donc ça atténue quand même pas mal les bruits. Un casque, tu veux dire un casque d'écoute? Ouais, mais un casque pour écouter de la musique. Mais en fait, moi, souvent, un casque d'astronaute. J'écoute pas forcément la musique, mais juste le fait d'avoir le casque, ça atténue les bruits. Et puis, j'ai appris, alors ça, j'ai eu beaucoup de mal au début, d'avoir beaucoup d'émulsions autour de moi. Ça a attiré mon regard, j'étais partout. Mais maintenant, en compétition, j'arrive à me focus sur quelque chose et à ne pas le lâcher pour ne pas être distraite, parce qu'en fait, c'est de l'énergie que je perds bêtement en compétition, du coup. Oui, exactement. Exactement. Ça te déroge de ta propre perception, de ton toi dans l'espace, tu es où. Et ça me fatigue beaucoup. Mais regarde comment c'est intéressant si on parle de ça. Pense à un TDAH. C'est quoi le problème? Avec un petit son, il va toujours défocaliser son attention. Il ne sera pas capable de garder l'attention. Un bruit, un mouvement, un truc va changer ses centres d'attention. C'est le même principe. Okay? Encore une désorganisation sensorielle. Okay? Ça s'entraîne. L'autisme, de la même façon que je vais travailler avec un dyslexique, un TDAH, peu importe, on veut ramener cette acquisition, cette acquisition sensorielle-là, la rendre plus optimale. Donc, enlever l'espèce d'effet d'insécurité du cerveau par rapport à des stimulus. Parce qu'en réalité, est-ce que si tu entends un son, est-ce que c'est dangereux? Non. Mais est-ce que ça te déconcentre? Oui. Oui. Plus tu es déconcentré, plus tu es embêté. Puis moins tu réagis bien. Le souci, c'est que c'est comme ça que je le vis, du coup. C'est que ça fait une échelle graduelle, en fait. Ça me déconcentre et puis ça s'amplifie dans ma tête. J'ai l'impression que... Et puis parfois, je suis en réunion et je suis là, mais pourquoi tu cries? Alors qu'en fait, la personne, elle n'a pas crié, mais c'est qu'il y a tellement de bruit et que j'ai l'impression que ça prend tellement de place dans mon cerveau que du coup, ça me perturbe, ça me paralyse, je me retrouve à plus pouvoir bouger ou plus pouvoir parler et que la seule chose à un moment où ça s'exprime, c'est par ce truc de cri comme ça, alors que j'ai pas lieu de crier en fait, puisqu'il n'y a pas de danger ou quoi. C'est ça. C'est une insécurité qui s'installe en fait. C'est un peu comme je te dis, si la thalamus, on le voit comme une porte qui amène vers d'autres portes.
hein, un hall d'entrée, ben, toutes les informations viennent s'empiler là. Là, ben, il y a une foule qui se met là, ici. Puis la foule, c'est impatiente. Hein? Ça, c'est un... Et ta métaphore un peu de la porte, c'est ce que quand j'essaie de l'expliquer aux gens, c'est ce que je dis. En gros, imaginez que toi, tu as comme des portes qui se ferment pour pouvoir te concentrer sur ce dont tu as envie. Ton cerveau est capable de le faire. Moi, mon cerveau, il n'y arrive pas et toutes les portes restent ouvertes et tout rentre en fait. Et au bout d'un moment, bah, ça me fait péter un plomb. Voilà, ça me fait, et comment ça me fait péter un plomb? Bon, soit je vais surréagir par rapport à la situation, soit il y a plus rien. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus tu te stresses, plus qu'on retourne dans notre cerveau reptilien, okay? Le tronc cérébral, qui gère nos réflexes puis nos mécanismes de survie. Donc, c'est comme si le devant du cerveau, c'est le lobe frontal qui est là. Il y a le cortex préfrontal qui va nous aider à rationaliser des émotions. C'est lui qui va faire que tu n'auras pas à crier. Tu vas juste dire « Oh, un petit instant, en ce moment, je t'entends mal. » Mais là, toi, à la place, le lobe frontal va commencer à désactiver. Là, tu vas retourner en mode panique. Là. Survie. OK? Ça te parle? Donc, nous, on veut te garder l'accès au lobe frontal, surtout dans un mode de compétition. C'est pas pour rien que tu as eu peur la première fois. Tu as peur d'être ici. Ben, c'est pas grave, il y a des gens. C'est la même chose, c'est d'un autre pays. Tout va bien, ça va être le fun. Je vais rencontrer des spécialistes de tous les pays. Ça serait ton lobe frontal qui dirait ça. Il dirait, hey, ça va être cool. Je vais rencontrer plein d'autres pros. Mais l'autre, il disait, non, 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 reste chez toi toute seule, c'est bien plus safe. Donc, la façon, là, je vais aller, il commence à faire froid, puis il pleut. Il commence à une petite pluie. L'autisme que j'ai vu, c'est un cas plus lourd. Okay? Vraiment plus lourd, d'Asperger. Puis cette personne-là, elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Là, ben moi, je suis un peu alpha, je dirais, en pratique. Je vais voir les gens, puis je suis direct. Là, je me suis dit, OK, ça ne fonctionne vraiment pas avec elle parce qu'elle s'est mise à pleurer, puis elle se mettait dans un coin, puis elle n'osait plus interagir. Là, je fais, oh, petit problème. Là, j'ai dit, rapidement, il faut que je trouve une solution. Puis là, je lui fasse des tests de réflexes primitifs. Les réflexes primitifs, c'est les premiers réflexes qui permettent l'acquisition du système sensoriel qui va préparer les yeux, l'oreille interne, tous ces trucs-là, comment écrire sur un tableau, comment tourner la tête ou bouger en regardant un truc, déplacer la tête dans l'espace sans qu'on se sente mal. La peau, c'est vraiment ça que j'ai testé avec toi les premières fois. Là, je suis rendu vraiment meilleur là-dedans, puis on a des nouvelles techniques que j'ai très hâte d'utiliser avec toi. Donc là, habituellement, on peut travailler avec une lunette de couleur, parce que la couleur, la chromothérapie, la couleur, c'est une information okay, du spectre électromagnétique sur différentes fréquences, qui va aller par les voies visuelles au niveau de l'hypothalamus, par les voies visuelles inconscientes. Okay? Ça va stimuler l'hypothalamus, qui est un peu un chef d'orchestre des glandes dans le corps, va gérer des hormones, va gérer plein de choses. Okay? L'hypothalamus, ensuite, ça peut aider à, s'il augmente les hormones, il aide à plein de choses. Il va réguler ton système nerveux aussi. Super, super puissant. L'autre truc, on sert d'une lumière pour créer une stimulation dans l'œil. Ça va aller dans le thalamus aussi. Il y a des voies dans le thalamus, les voies magnocellulaires, coniocellulaires, parvocellulaires. C'est des voies qui s'en vont toucher différentes parties du cerveau. Puis en envoyant une lumière dans l'œil, on peut stimuler le thalamus qui est plus faible. Celui qui ne fait pas son travail de relais convenablement. Habituellement, il y en a un qui est plus faible, l'autre qui est plus fort. On voudrait que toutes les voies soient fortes des deux côtés. Comme ça, quand ça arrive à la porte, il y a deux portes maintenant. OK, ben là, on va laisser rentrer plus rapidement les gens. Là. Ça va mieux aller. Elle, je me suis dit, on va essayer avec les lumières, on va essayer que ça. Mais c'est beaucoup trop fort pour elle. Juste le fait de me parler, c'est quelque chose qui l'inquiétait. Fait que là, j'ai trouvé que son réflexe de paralysie par la peur était problématique. J'ai testé, il y avait le visuel qui était problématique, les sons, ça allait. Puis l'autre truc, c'était le kinesthésique. Je la touchais, puis il y avait un échec du système nerveux. Donc, ce que je lui ai donné, c'est un truc avec une balle qui tournait autour d'elle, de son ventre, pour régulariser le côté sensoriel, kinesthétique du réflexe de paralysie par la peur, qui bloque complètement le thalamus. Je ne veux plus rien qui se passe, je veux me cacher, je veux pleurer. Fait que là, elle faisait ça, puis j'ai trouvé une lunette de couleur qui, pour elle, la stimulait. On va travailler avec le rouge ou le bleu pour le système nerveux. Elle avait besoin du bleu pour se calmer. Quand elle a mis les lunettes bleues, qu'elle a fait son truc avec la balle, là, elle a commencé à sourire, j'étais capable d'y parler, ça se passait super bien. Super bien. Ensuite, elle a enlevé les lunettes, puis j'étais capable de communiquer avec elle sans qu'elle pleure, puis qu'elle me regardait. J'étais capable d'avoir un échange. Là, j'ai retesté son réflexe plantaire. Son réflexe plantaire, il fonctionnait.
Elle m'a regardé. Elle a fait, mais comment ça? Là, elle a trippé. Là, on l'a fait marcher. Elle a eu des opérations pour les jambes. C'était vraiment un cas complexe. Elle marchait mieux. Tout allait mieux juste parce que je lui ai fait le petit truc avec la balle, avec les lunettes de couleur. On a normalisé une partie du thalamus qui était trop faible. On a choisi un côté. Je n'ai pas rajouté de la lumière dans les yeux en plus. Ça aurait été trop. Habituellement, je mets une lumière, un son, une lumière qui clignote dans l'œil, un son, un bruit, tic, 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 avec une lunette de couleur. Imagine-toi le feu d'artifice pour le cerveau. Je ne pourrais pas faire ça avec toi. Là, quand on va se rencontrer, on va regarder est-ce que la lunette de couleur, c'est assez? Est-ce qu'on a besoin de mettre la lumière aussi? On va évaluer ce qui t'aide de façon sécure. Puis toi, tu vas pouvoir continuer à le refaire à la maison toi-même. Imagine si on réussit à renforcer ton thalamus, le rendre plus performant, comment que la qualité de vie ensuite dans les environnements publics, avec des sons et des distractions, comment que tu vas être plus calme, performant. Puis en plus, ça va aider tous les autres réflexes, comme celui que tu avais avec le mur, tu avais la difficulté. Ça, c'est des réflexes supérieurs, c'est plus loin. Mais il faut corriger cette base-là avant. Donc, moi, je pense définitivement, j'ose le dire, on peut améliorer l'Asperger en ce moment avec ça, très efficacement. Donc, on va commencer avec ça. Puis ça, c'est vraiment le projet pourquoi j'avais ultra hâte de te voir. Finalement, ben, là, on a eu la pandémie, donc on n'a pas pu se voir. Mais définitivement, prochaine tournée à Paris, je te vois, on va travailler avec ça, puis ça va changer ta vie. Là. Moi, j'ai vraiment hâte. Est-ce que ça te tente? Ah, bien sûr. Ah ouais, top. OK, super. Donc, c'est ça, je veux dire, on ne pourra pas t'empirer. On ne t'enlèvera pas rien. On ne te mettra pas dans une position de danger. On va juste améliorer ce qui est une faiblesse, en fait, parce que c'est quelque chose qui te nuit, c'est pas le fun. Mais ça va débloquer d'autres trucs qui vont te permettre de t'épanouir encore plus. Ça, c'est génial. Excuse-moi, tu disais un truc. De toute façon, alors je pense que qu'on dise autiste ou qu'on dise pas autiste, alors bon, après, il y en a beaucoup qui disent c'est un mot inventé, c'est un mot, bon, bref. Je pense que concrètement, oui, c'est une différence du fonctionnement au niveau du cerveau qui a ses forces et ses faiblesses. Une immaturité, on peut dire. Comment? Moi, j'appelle ça une immaturité du système sensoriel. Après, puis, on peut aider tout le monde avec ça. Voilà, on peut l'améliorer. Je pense qu'on peut travailler dessus, qu'on peut l'améliorer. Et de toute façon, même moi, je le vois, comparé à comment j'étais quand j'étais adolescente et maintenant, il y a des choses où j'ai beaucoup évolué. Alors après, c'est du travail, c'est des thérapies, c'est de la méditation, c'est de la relaxation. Enfin, ça passe par plein de choses dont on a besoin pour arriver à un certain degré. Mais voilà, des choses toutes bêtes. Avant, aller demander à la boulangerie une baguette de pain, j'en étais incapable. Parler à l'étranger, j'en étais pas capable. Et ce que tu disais, par exemple, de regarder dans les yeux, alors encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais quand même, j'y arrive. Je me suis entraînée, enfin, je m'entraîne et je me force à le faire. Mais c'est vrai que je le vis comme une forme d'agression. Oui, c'est ça. Ça n'en est pas une, en réalité. Les gens c'est ça. Les yeux, qui me regardent dans les yeux, alors, soit comme une forme d'agression, soit comme une forme de... ils voient tout ce qu'il y a. Ils voient tout ce qu'il y a en moi et du coup, je me sens plus protégée. Voilà, c'est... une forme de protection de ne pas regarder dans les yeux. C'est ça. Puis, en réalité, c'est pas un danger. C'est juste un inconfort d'une interprétation du cerveau qui est un petit peu plus protective. C'est vrai que j'ai tendance à avoir un regard qui est très fuyant avec les gens. Mais bon. Merci. OK. Hop! C'est correct. Génial, merci. Excuse-moi. Tout qui vient de donner son jouet. C'est comique. Puis, si on veut finir, petit dernier sujet, en quoi ta rencontre avec moi t'a aidé, tu penses, depuis le début? On s'est parlé quelques fois, je t'ai donné conseil dans certains trucs. Une consultation, une fois que c'est bien passé, la deuxième fois, on est en plein entraînement. Mais c'est quoi, tu penses, qui a été mon aide un peu au niveau de toi personnellement? Alors, moi, j'ai vraiment senti une différence au niveau de mes appuis. Alors là, je parle essentiellement au niveau du sport. Vraiment, au niveau de mes appuis, je me suis sentie beaucoup plus stable comparé à avant. J'ai senti aussi, alors je ne saurais pas l'expliquer comment ça se fait ou quoi, mais c'est mon ressenti à moi, développement de ma force. Elle était déjà présente, voilà, elle était là, mais je ne saurais pas expliquer, genre une explosion.
au niveau de ma force, quoi, comme si j'arrivais enfin à l'exprimer, peut-être pas à 100% de mes capacités, mais en tout cas au-delà de 50%. Voilà, je vais parler en pourcentage. C'est comme si j'étais qu'à 50% et que là, tu m'as fait augmenter à 70-80%, quoi. On a ouvert les valves. Et après aussi, au niveau de mon autisme aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis au niveau de la confiance en moi et au niveau de la gestion de mes émotions. J'ai travaillé un petit peu dans l'ombre avec toi sur la confiance, puis donner des conseils, puis des trucs comme ça. J'ai agi comme je pouvais. Hein. C'est sûr, il y a toujours le facteur distance qui est présent, mais ouais, c'est ça, on a eu quand même quelques bonnes conversations. Mais tu vois que tu as une superbe intelligence émotionnelle, tu as fait beaucoup d'expérience, beaucoup de travail sur toi, tu as une belle vision, un beau regard sur toi-même, sur ton sport. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je trouve que c'est notable, puis tu vaux la peine en tant qu'athlète d'être bien encadré, d'être suivi. Puis, il y en a que c'est des feux de paille, mais toi, on sent que c'est vraiment une passion, puis qu'il faut que les gens te suivent, te supportent. Okay? On ne sera jamais compris par tout le monde, puis aimé par tout le monde, mais s'il y a un athlète à aimer, je pense que c'est toi. Mon humble opinion. Bon, mais hey, un énorme merci pour cette entrevue-là. Je pense que ça va régaler plusieurs personnes. On a donné beaucoup d'informations aussi techniques quand même différentes. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec tout ce qu'on dit. Écoute, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas l'absolue vérité. Je donne ce que je crois en tant que j'ai été dans une position d'athlète, d'entraîneur, de thérapeute. J'enseigne dans le monde, je prends des informations où je veux. Il y a des trucs, c'est très nouveau. Mais j'ai vu beaucoup de résultats en clinique avec ce que je dis. Est-ce que dans 10 ans, je vais revenir sur mes décisions, sur certains de mes concepts? Probablement, mais pour l'instant, tout le monde a des résultats et personne n'est blessé. C'est ça qui est important. Donc, ouvrez-vous au lieu de vous fermer et de chercher la critique ou la perfection chez l'autre. Ça n'existe pas. Tout est subjectif dans la vie, à part les livres de l'IA qui sont réellement puissants et mesurables scientifiquement. Allez vous inscrire, vous abonner sur la page de notre super l'IA Powerlift sur Instagram. Très divertissant, très plaisant. Beaucoup de support de la communauté. C'est hallucinant la quantité de gens qui te font des stories, qui repartagent ton truc. Donc, tu es vraiment une source d'inspiration en ce moment. C'est contagieux. Puis ça, c'est magnifique à voir. Tu sais quoi, je vais te confier un autre secret. Quand je t'ai contacté la première fois et j'ai commencé à faire les trucs, les gens m'ont dit « Pourquoi tu t'occupes d'une fille qui fait du powerlifting? » Il a dit le powerlifting, personne ne suit ça, on s'en fout. J'ai fait, moi je m'en fous ça serait peut-être une skieuse. Moi, c'est l'athlète qui m'intéresse. C'est la personne derrière le sport. Puis tu deviens une championne pour éplucher des patates, bien, je vais te suivre quand même parce que si tu mets autant d'énergie dans tout ce que tu fais, puis de cœur, puis de sagesse, écoute, peu importe le sport que tu vas faire, on va être derrière toi. Ça, c'est ça que les gens, il faut le comprendre. C'est pas toujours le sport, oui, parce que moi, c'est un sport qui m'intéresse, mais c'est l'athlète derrière tout ça aussi et l'humain, on va dire, qui est spécial, qui vaut la peine de passer du temps avec. Donc, c'est ça. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais c'est ça. Je t'aime beaucoup. Ma page institutneuroperformance.com sur le site web, on donne un livre en ce moment sur le testing du système nerveux. C'est des petits tests, entre autres, qu'on peut pratiquer sur nous. C'est amusant en période de confinement. Vous pouvez tester les gens avec un bâton, peut-être, si vous êtes dans la distance sociale respectable. Non, je dis des niaiseries. Mais vous allez vous inscrire sur l'infolette en même temps que vous allez voir toutes les capsules, dont les capsules des clients, des articles. On a plein de spécialistes, plein de gens qui sont là pour aider. Donc, ce n'est pas que moi à l'Institut. On est pratiquement 18 personnes. Donc, beaucoup de bon contenu pour les athlètes et pour les thérapeutes. Et voilà. Merci à notre auditoire. Et, tu as quelque chose à dire, Lia? Un mot de la fin magique. Salut! 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 Donc, merci beaucoup. Super cool que tu aies été avec nous aujourd'hui. Au plaisir de te revoir. Super sympa. OK. Tu m'enverras une belle petite photo pour que je monte une image. OK. Bye. Bye à tous. Salut!